Bonjour. Bienvenue. Alors, en ce lendemain de Noël. Mais bon, comment tu vas, Cédric? Bon, bah, ça va, merci. Très content là de cet épisode du jour, qui est effectivement un peu, on dit toujours ça, genre un peu spécial, mais là c'est vraiment spécial quoi. Ah oui, là, on change un peu le format. Exactement, il sort du commun. Et vous, ça va? Bah oui, toujours. Ça va très bien. Ça se passe? Vous voulez dire quelque chose? Je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, j'espère en tout cas que vous avez passé un joyeux Noël. Et nous, on se retrouve toujours sur Analogie 57. Tout pareil. Et bah ça taffe de son côté. Alors, aujourd'hui, épisode déclic en cette nouvelle année, car on a ce fameux réflexe le lendemain du réveillon, le lendemain du 31, de se dire quelles sont les nouvelles résolutions de cette nouvelle année. Est-ce que vous faites ça d'ailleurs, vous? Bah, j'allais vous poser la question, est-ce que vous faites les résolutions? Moi, je les ai fait à l'époque, mais c'est vrai que... Non. D'accord, bon, on est sur un non du côté de Christian. Non développé, quoi. Un simple non. Euh, Toi, Cédric, t'en as Ça m'est arrivé, je pense pas que je vais le faire cette année. Je vais rester un gros porc, et puis... Ah, c'est ta résolution de la C'est- nouvelle année. non, il faudrait que je me mette au sport, c'est clair. Après, ouais, je vais pas raconter aux gens ma vie non plus. Ouais, toujours. Sport C'est- non. physique, la bonne alimentation. Si, je vais en mettre un quand même. J'aimerais bien lire 20 livres. L'année Non, Non, jour. 20 livres. 20 livres 20 livres dans l'année? dans l'année. Ah, mais c'est clairement faisable. Attends, ça fait plus d'un livre par mois. Hein. Mais Cédric... Et moi, je suis un homme occupé. Bah écoute, avec Analogie 57, Bah ouais. ça va donner l'occasion. Hein. Exactement. Ah bah attends. Déjà, si j'arrive à faire 12 livres, c'est bien. Mais alors 20, là, On bon. prend des petits livres. Oui, tu Et prends puis- des tout petits livres. Oui, bah super. Tu m'as dit 20 livres. Non, les résolutions. Et toi, alors En vrai, bah du coup, j'attends plus la nouvelle année pour les faire, je pense. En vrai, les résolutions, c'est plus à la rentrée septembre. Rentrée, c'est. Ah ouais, C'est- ok. Ouais, Mhm. ce truc de nouveau départ et nouvelle Oui. routine. Toi, t'es plus année scolaire. Ouais, je suis plus année scolaire, ouais. Mais. Tu es année civile. Que année civile, exactement. Mais non, la résolution, peut-être pour Analogie 57, qu'on continue sur cette belle lancée, en vrai. Ouais. Bon, on en reparlera, mais ouais. Comment ça, on Comment ça on peut en parler maintenant? Là, devant tout le monde, vas-y. Mais bien sûr. Bon alors Lucie, explique-nous ce que c'est qu'un épisode spécial déclic. Alors oui, l'idée d'avoir un déclic, c'est venu aussi sur la nouvelle année, donc recommencement, changement et un peu bouleversement, on va dire, dans nos vies. Et ce qui nous amène sur... on s'est posé la question, est-ce qu'il y a un film qui vous a changé? Est-ce qu'il y a un film qui vous a donné un déclic, un petit changement de perspective, en tout cas sur votre vie personnelle? Je pense qu'on est plus axé là-dessus, ou sur vos envies, sur vos objectifs, sur une découverte de passion, de loisirs, de vie professionnelle ou de vie privée, de valeurs. Donc on a choisi tous un film, donc les films seront Une merveilleuse histoire du temps de James March pour ma part. Cédric, toi tu as choisi... Rocky, le 1, de John Avildsen, et avec l'iconique Stallone. Ah oui, évidemment. Et Christian, pour terminer, tu as choisi... Moi, j'ai choisi Le silence des agneaux de Jonathan Demme. Et on va attendre des explications. Vous aurez les explications. Vous aurez l'explication. Vous inquiétez pas, pour chacun de nos films. Mais on est sur 3 films très très différents. Complètement. Donc ça va être un petit plaisir. J'ai hâte de cet épisode. Exactement. Et du coup, on propose que cet épisode et ce premier film, ça soit le tien, Lucie. On commence par le tien. Très bien. Voilà, si Alors. tu es d'accord et si tu l'acceptes. Bah évidemment, je l'accepte. Je vais commencer sur une petite chronique, en tout cas une petite note sur le film de ma part. On t'écoute. Donc, The Theory of Everything, ou en français Une merveilleuse histoire du temps, sort au cinéma en 2014. On va suivre l'histoire du célèbre physicien et cosmologue Stephen Hawking. C'est une adaptation du livre Traveling to Infinity, My Life with Stephen, de Jane Hawking, son ex-femme, avec qui il a partagé une bonne partie de sa vie. Ce film est réalisé par James March, et on retrouve à l'affiche Eddie Redmayne et Felicity Jones, qui incarnent le couple Hawking. Ce film est surtout axé sur la vie intime de Stephen Hawking et son combat contre la maladie plutôt que ses exploits scientifiques. Stephen Hawking n'a que 21 ans quand sa maladie est diagnostiquée. La sclérose latérale amyotrophique, ou plus communément appelée la maladie de Charcot.
C'est une dégénérescence progressive des motoneurones. En gros, son corps va se paralyser petit à petit, mais son cerveau restera intact. Il devient prisonnier de son propre corps. Alors qu'il est brillant dans ses études, qu'il est aimé et soutenu par ses professeurs et ses amis, et qu'il trouve l'amour auprès de Jane, on ne lui donne que 2 ans d'espérance de vie. Une merveilleuse histoire du temps aura 4 nominations et 1 Oscar. Il est nommé dans la catégorie meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleure musique et meilleure actrice pour Felicity Jones. Et c'est Eddie Redmayne qui remportera l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Stephen Hawking. Eddie Redmayne est multi-récompensé pour ce rôle dans d'autres festivals et reçoit notamment un Golden Globe. Alors que l'acteur est surtout connu pour son rôle dans Les Animaux Fantastiques, Une merveilleuse histoire du temps a été un tournant dans sa carrière. L'amour, la rage de vivre, le combat contre la maladie, l'entourage lors de ses épreuves, le doute, les exploits scientifiques, l'amitié, l'isolement qui prend de plus en plus de place, voilà les thèmes qu'aborde ce film avec brio. Eh ben, c'est complet. Assez. Ça l'est. Assez complet. Voilà. Ça donne une bonne perspective des choses. Exactement. Et du coup, on aimerait savoir comment tu as découvert ce film. Alors, j'ai vu ce film à sa sortie. Donc il est sorti en France en début 2015 et donc je suis allée le voir, donc j'avais 15 ans et en fait c'est une pote de lycée qui m'a dit, moi je savais pas du tout que ce film était sorti, j'avais aucune connaissance de l'existence même de ce film et elle me dit écoute il y a un film trop bien au ciné, ça te dit de venir avec moi, donc moi j'accepte parce que j'adore aller au cinéma. Et là, on va voir ce film, et donc j'ai découvert un peu comme ça. Par hasard, on va dire. Sachant que je crois que, de mes souvenirs, ma pote, à l'époque, elle n'allait pas trop au ciné. On se faisait des sorties de groupe, mais c'était plus des blockbusters et tout. Et là, on est plus sur un film... Un peu plus poussé, ouais. Ouais, un peu plus poussé, mais surtout, c'est pas des super-héros, c'est pas un Non, gros c'est un film plus blockbuster. intime. Ouais, c'est plus intime, exactement. Et t'avais jamais vu une bande-annonce ou quoi de ce film? non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. J'en avais pas du tout entendu parler. Et j'ai juste accepté les yeux fermés. Oh, c'est les meilleurs films, ça. Ouais, en vrai, ouais. Clairement. Et donc après, du coup, pendant ta séance, ou après, comment tu t'es senti, du coup? Ça, je m'en souviens... c'est drôle parce que je m'en souviens assez bien. Mais, et en fait, j'ai su que c'était ce déclic juste après. Je sais pas pour vous si vous l'avez compris plus tard. Quand on est sorti du ciné, on en a parlé, elle a adoré ce film, j'ai adoré ce film aussi. Et en fait, je commençais à bien y penser, parce que j'étais vraiment happée par la séance. Et je me rappelle qu'on s'est séparés dans la rue pour rentrer chez nous, hein, à nos domiciles respectifs. Et tout le trajet que j'ai fait toute seule, genre, c'était en boucle. Et je sentais qu'il se passait quelque chose. Il y avait vraiment j'ai vraiment senti un avant et après. Alors peut-être que je le glorifie avec les années, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant. Mais il y a eu un... J'arrêtais pas de penser à plein de trucs. Et je me souviens que la semaine qui suivait... Non, c'est ça en fait. À la sortie de la séance de ciné, j'avais envie de faire plein de trucs. Genre, t'as un peu cette bouffée de je peux tout faire et j'ai envie de faire plein de trucs tout de suite. Et la semaine donc qui a suivi, en fait, je n'arrêtais pas de penser à ce film. Et aussi la musique tournait un peu en boucle parce qu'il y avait l'album qui est disponible en plus sur les plateformes et tout. Et je l'avais trouvé à l'époque sur YouTube. Et la musique a été un gros point marquant de ce film-là. C'est vrai que la musique est exceptionnelle. Ah ouais, en fait, elle se marie magnifiquement bien avec l'image. Oh, alors que c'est un peu rare, et c'est même très compliqué, je trouve, de mettre de la musique dans un film et que ça se marie aussi bien. J'ai l'impression que c'est même un dialogue à part entière dans le film. Il n'y a pas de trop, ça discute avec les émotions des personnages. Et ouais, là, il y avait vraiment un avant et après. Et donc, ce que ça m'a fait comme déclic, surtout, c'est qu'avant de voir ce film, j'étais passionnée par la musique de film. Et je pense, il y a un moment où je voulais être compositrice de musique de film. Ça, c'est le film Intouchable,
avec Ludovico Einaudi qui m'a Ouais. marqué. Les musiques de Intouchable, elles sont magnifiques. Et là, forcément, avec la musique, ça m'a totalement emporté. Et au point même que je me suis rendu compte de ça après, en préparant le podcast. Dans les jours qui ont suivi, j'ai retrouvé les musiques. Et il y en a une, il faudrait que je retrouve le nom, où je l'ai appris au piano. Waouh. Ouais, et c'est une musique plutôt assez simple au piano et je commençais à ce moment-là. Moi, j'étais en tout début du piano et ça m'avait et j'ai passé des heures sur ce piano. Donc en fait, le film m'a marqué pendant très longtemps sur tous ces aspects. Et là, ah oui, c'est avec ce film surtout où je me suis dit ok, on peut aller plus loin que la musique. Il y a la réalisation même qui est incroyable et en fait au lieu de faire que de la musique, je me suis dit mais en fait j'ai envie de faire des films. J'ai clairement envie de faire des films, j'ai envie de raconter des histoires. Et en tout cas, j'ai envie de faire un truc comme ça et qui bouleverse les gens comme ce film m'a bouleversé. Je me Ouais. suis dit, c'est possible. C'est ça Il y a, là. il y a quelqu'un qui a réussi à me matrix le cerveau au point où j'ai envie de faire 1000 choses à la seconde. Je me sens capable de tout. Il y a une espèce de force en moi où je me dis, ok, je suis capable, je vais le faire. Et c'est fou le pouvoir des films sur certaines personnes. Ouais. Ouais. Et ce Oui. film-là, en tout cas, m'a marqué sur ça. Parce qu'en fait, du coup, ce film-là, parce que du coup, après, c'était la prochaine question, pourquoi est-ce devenu ton film déclic? C'est du coup le fait qu'il devienne handicapé, etc. Toi, ça t'a donné cet élan de faire des choses. Bah, il y a peut-être inconsciemment en vrai. J'ai pas fait ce lien, en tout cas avec la vie de Stephen Hawking et cette envie de faire plein de choses. Mais il y a peut-être ça en vrai, t'as raison. Là, maintenant que tu le dis, inconsciemment, ça m'a donné envie de faire plein de choses et que en fait, la maladie enfin, tout peut arriver à n'importe quel moment, donc il faut faire les choses au plus vite, ou en tout cas vivre intensément, mais c'est en fait toute l'énergie que m'a donné ce film, et en le revoyant pour le podcast, j'avais le même sentiment que quand j'avais 15 ans, de la beauté de la vie. En vrai, je me suis aussi rendu compte de ça. Il y a beaucoup de thèmes, comme j'ai dit, dans ce film, et c'est pas juste un biopic sur une personne célèbre, ça parle de plein de choses. Il y a beaucoup de choses de la vie qui sont mentionnées dans le film. Et il est très complet, il est très, j'allais dire simple, mais les émotions, elles sont à l'état brut, quoi. Oui. Bon, enfin, ce film, comme tu le dis, montre très bien que, comme quoi la vie est éphémère, quoi. Ouais, il y a un peu ce truc-là, et tout peut basculer à n'importe quel moment, que l'amour, ça se contrôle pas, et que on peut être tous seuls dans nos têtes, qu'on soit une personne handicapée ou une personne valide, ou qu'on soit un enfant, qu'on soit ado, qu'on soit adulte. Ça raconte plein de choses, même le côté de la famille, j'ai beaucoup aimé, enfin en tout cas la famille qui se construit, et les parents de Jane et Stephen, comment ils se comportent avec leurs enfants. Mais aussi cette prise de recul où des fois on est dans le feu de la vie, etc. Mais on prend pas le temps de s'arrêter pour voir ce qu'on a fait. Ouais, tout à fait. Prendre ce recul-là, de se dire on a fait ça quand même. Mm. C'est surtout, enfin, Surtout un recul qu'ils ont pris à la fin du film. voilà, c'est ça. Ouais. Le recul est vraiment pris à la fin du film. Regarde ce qu'on a fait. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas pris le temps avant d'en parler. Et c'est ça qui la rend d'autant plus belle, la vie. Ce film, il montre la poésie de la vie via l'image, le jeu des acteurs, la musique. J'ai trouvé, il y a des scènes qui sont très très poétiques et très simples. Les dialogues, je trouve qu'ils sont très très bien écrits. Il y a des phrases qui sont très fortes. On est témoin d'humains qui font face à des épreuves de la vie, bon, très particulièrement sur Stephen Hawking dans ce film, mais on les voit dans leur... on voit leurs failles, on va dire, on voit leurs émotions très intimes, et ça, moi, ça m'a bluffé. Et je sais pas, je me suis sentie connectée avec ce film. Mais donc, tu peux nous dire précisément du coup pourquoi c'est un déclic? Bah vraiment, ça a été, je pense, du coup, c'est l'après où je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire des films et j'ai envie de faire ressentir
aux gens ce que ce film m'a fait ressentir. C'est un pouvoir extraordinaire. Et c'est le premier, en tout cas, qui m'a fait cet effet-là, où je me suis vraiment rendu compte. Peut-être qu'il y en a eu avant, mais là, j'en ai pris conscience sur le moment. Et je pense aussi que... Je pense pas que ce soit un film déclic pour tout le monde. Enfin, en tout cas, il est très particulier. C'est Ouais. un bon film, mais ça fait pas partie des films cultes. Quand je demande à des gens s'ils ont vu ce film, voilà, Oui. la plupart des gens ne l'ont pas vu. En tout cas, on se dit, bah, c'est quoi ce film? Je le connais pas. Mais Et peut-être que oui, si tu l'avais pas vu, tu n'aurais pas eu cette envie ou cette force de faire. ouais, de De- faire une école de cinéma de- après, voilà. de foncer là-dedans, parce que c'est... Je pense, il y avait déjà la musique, où j'étais bien passionnée, en tout cas la musique de film, où je me rappelle que quand dans les séances de ciné, je mettais le Shazam automatique Mhm. sur mon téléphone, et ensuite je ressortais du film et je regardais les musiques qu'il avait trouvées, et je les écoutais en boucle. Moi, c'était que ça, où je trouvais des... Là, je commençais à faire du piano et tout, où il a pris une énorme place dans ma vie. Et qu'en fait, j'ai l'impression aussi que je l'ai vu dans des circonstances qui fait que c'est un film déclic. C'est-à-dire que, déjà, je ne savais pas, en gros, ce qu'on allait voir. Je m'étais Ouais. pas tant renseignée que ça. Euh, je suis allée le voir ouais, ben, un soir, comme ça. Il y avait un peu du hasard et j'ai l'impression que tout s'est aligné pour que ça me fasse cet effet-là. Il est arrivé au bon moment de ta vie, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que aussi toutes les choses arrivent au bon moment. Mm. C'est que, et c'est ce que je me dis même maintenant, il y a plein de films cultes que j'ai pas vus, mais je me dis pas, ah non, je l'ai pas vu, je suis nulle, etc. Enfin, j'ai une culture cinématographique nulle. Je me dis juste que si je l'ai pas encore vu, ça veut dire qu'il y a un moment où ce sera le bon. Mm. Et je pense que ce soir-là, quand j'ai vu Une merveilleuse histoire du temps, tout le lieu avec qui je suis allée le voir et ce que je savais du film, et peut-être à la période même de ma vie, je m'en souviens pas exactement ce que je vivais dans l'instant avant de voir le film, mais tout s'est aligné ce soir-là et il s'est passé un truc. Je saurais pas trop comment l'expliquer, mais il y a eu un petit bouleversement Ouais, dans c'est ma ça qui est tête. important. Ok. Et là, en vrai, ça restera mon film de cœur, je pense. Enfin, il a une place vraiment dans ma vie et même dans mes choix de vie. Là, j'en parlais au début du podcast, mais je pense que ça a été le tournant de OK, j'ai envie de faire du cinéma. Ou en tout cas de l'art. Oui. Ça s'est étendu après, mais genre au moins du cinéma. Ça part de là. Ouais, exactement. Voilà. Ok, trop bien. Et toi, Christian, qu'est-ce que tu as pensé du film? Parce que tu l'as vu aussi, du coup. Oui, pour le bien de ce podcast, je l'ai découvert. Ah Et- oui, super. Et j'ai trouvé que c'était un film fabuleux, empli d'amour et de dévotion. On est bien conscient qu'au premier abord que l'histoire va relater la relation entre Stephen et Jane, mais on peut tout de même pas négliger l'aspect scientifique ou recherche de vérité qu'il y a dans ce film, car au final, l'un ne va pas sans l'autre. Et je trouve que dans ce film, la poésie ne réside presque plus dans les mots, mais dans les gestes. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et donc, t'as bien aimé le film? Oh oui. Ouais, Ouais, t'as ouais. passé un bon moment? J'ai passé un excellent moment. Je pense qu'à un moment, j'ai trouvé ça un peu long, mais ça va. Ça s'est très bien rattrapé, mais non, Ouais, j'ai passé je un peux moment. comprendre. Je peux comprendre. C'est vers le milieu. Oui, c'est ça. Ouais, ok. Ouais. Ouais. C'est, je m'en souviens plus du tout le prénom du personnage qu'interprète Charlie Cox. C'est le prêtre, comment il s'appelle? Jonathan. 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 Et il y a des moments avec lui où j'ai trouvé ça un peu long, mais nécessaire de l'histoire. Mais Oui. c'est tout de même nécessaire dans l'histoire. Ok. Ouais, voilà. Mais il y a peu, en vrai, ce passage-là de lenteur, ça peut s'expliquer aussi sur le ressenti de Jane, qui Oui, bien souffre sûr. qui commence à souffrir de ce quotidien Mm. et qui n'a pas de reconnaissance sur ce qu'elle fait, en tout cas au quotidien directement. Elle n'a pas de reconnaissance, elle est seule, elle élève 2 enfants, après 3, et elle est seule avec Stephen. Mm. En vrai, ça peut... Moi, je le relie plutôt au vécu de Jane. Oui, parce qu'au final, c'est quand même l'histoire de Stephen Hawking.
mais beaucoup à travers les yeux de Jane. Hein. Bah, c'est l'adaptation du Oui. film, enfin Oui. du livre, pardon, Du livre, de son Jane, livre, ouais. de son vécu. On a Et beaucoup ça de se ses voit, ressentis à elle. Ouais. Ça se voit beaucoup dans le film, et j'aime bien ce point de vue-là. Et donc toi, Cédric, qu'est-ce que t'as pensé de ce film, Une merveilleuse histoire du temps? Oui, donc moi, c'était la deuxième fois que je le voyais. J'avais quelques bribes. C'est comme ça qu'on dit, bribes? Ouais. Bribes de souvenirs. Je me souvenais pas tout, donc j'ai redécouvert certaines scènes. Et oui, comme vous l'avez si bien dit, c'est rempli de poésie. La musique accompagne merveilleusement bien. Bon, je répète un peu ce qu'on dit, mais c'est ce que j'ai ressenti aussi. La performance de A.J. Rainman, Ah ouais. et c'est un Oscar mérité. Ouais, évidemment. Incroyable. Et surtout, Totalement. on le connaissait pas du tout à l'époque. Hein. Non, ouais. Il Il n'y a avait pas eu fait- les animaux fantastiques encore. Il avait fait une série peut-être avant plus jeune, et après Une merveilleuse histoire du temps, il y a Danish Girl, qui l'a fait après une performance géniale aussi. Et plus tard, il y a eu Les animaux fantastiques, et là, tout le monde a... Oui. Mais Il a Crié même au reçu, il a même eu une scoliose à force d'être complètement Ah ouais? enfin pas désarticulé, mais Ouais, recroquevillé carrément, sur lui. ouais. Il a eu une scoliose parce qu'il était sa colonne vertébrale était totalement Wow. désalignée Putain, tu vois, Wow. c'est fou. pour le bien Ah ouais, bah non, bah là, du film et du mérité, personnage. Oh la vache. amplement. Et là, on parlait du personnage de Jonathan tout à l'heure, qui, pour le coup, a tout d'un personnage qu'on pourrait détester. Parce qu'en soi, c'est lui qui va un peu. Qui va, enfin, il va y avoir une petite histoire avec la femme de Stephen Hawking, etc. Donc, t'as rien pour l'aimer. Et pourtant, moi, j'ai adoré ce perso. Qui est très touchant, qui aide quand même la famille et qui Ouais. est là pour eux sans qu'ils demandent rien, juste il le fait de bon cœur, quoi. C'est un peu leur bouée de sauvetage. Enfin, en tout cas, pour Jane, c'est la bouée de sauvetage. Ouais. Ouais. Et cette scène, la scène même où il chope une conversation avec comment elle s'appelle Ah, c'est la mère de Stephen. ouais. Oh, je m'en souviens plus de son nom. Qui, mais- Non, mais la femme de Stephen Hawking. Jane. Jane, voilà. Jane est la mère de Stephen. Quand il entend cette conversation, je sais pas, il pourrait être énervé ou ne plus jamais vouloir revenir ou quoi. Et finalement, en fait, il se remet plus en comprend. question, lui, que les autres, quoi. Donc, Ouais. ouais, non, mais une très, très, très belle histoire. Bah, tu vois, ça peut expliquer le fait qu'on le déteste pas, c'est parce que carrément Stephen Hawking, après, le rejoint dans l'église. Oui, Ça veut dire que même lui, il accepte et il comprend. Ouais. Et à travers lui, bah, on comprend aussi. Et puis c'est pas juste une amourette, parce que après leur séparation entre Jane et Stephen, Jane s'est mariée avec Jonathan. Oui. Ouais. Donc Oui, bien c'était sûr. pas juste ça. Et puis mais c'est vrai que c'est dur, hein, ce regard de l'extérieur, où c'est la mère de Stephen qui demande à Jane t'es sûr que On a besoin cet de savoir. enfant est de Stephen ou il est de Jonathan? Genre, c'est horrible. À la place de Jonathan, tu te sens pas bien, enfin, t'es Oh pas à oui. ta place, quoi. Non, il est très touchant, ce personnage. Et c'est Daredevil. C'est- Excusez-moi, mais bon, il faut Non, quand on même est, il faut quand là, même on le est sur préciser. Jonathan. D'accord. Il fallait le placer. L'ange gardien. Bah, le démon de Hell's Kitchen. J'ai Non, pas. personne. Non, C'est j'ai pas pas. grave. C'est pas grave. Et quelle était ta scène préférée, Christian? Ensuite, je donnerai la mienne et on terminera par Lucie. Ouais. Ah, très bien. Mon passage préféré réside dans un plan. C'est quand Stephen prend un bain avant qu'on lui annonce son diagnostic et qu'il sait déjà que son corps l'abandonne. J'ai trouvé ça totalement fou. C'est quoi? C'est une scénette, c'est un plan, c'est même deux plans. Et non, moi j'ai trouvé ça vraiment fort parce que il sait, avant qu'on lui dise, que son corps c'est mort, quoi. Il pourra plus et il voit vraiment ses tendons Ouais. qui s'agitent, qui bougent, et il comprend. Puis quelqu'un de très intelligent et. Ouais, Mhm. voilà. Ouais. Et il l'a pris de manière aussi très froide, hein, enfin très raisonnée de ce qu'il a. C'est vrai que ce plan de dos là, il fait froid dans le dos justement. Enfin, Ouais, il est très particulier. Il y a même. C'est vrai que je m'étais attardée là-dessus quand je l'ai revu. C'est un plan où vraiment il y a 4 murs, il y a juste une baignoire au milieu. Ouais, T'as c'est- l'impression d'être dans un rêve ou Ouais, dans la un fenêtre elle est au cauchemar. fond. C'est Ouais, glacial. t'as un puits de lumière. T'as toute sa peau blanche avec, tu vois, sa colonne vertébrale. Et même après avoir vu ses doigts, tu vois le travelling arrière où on le voit de dos et il a sa tête baissée et t'as l'impression il a plus de tête. Son corps n'a plus de tête. C'est très particulier comme plan.
Son corps l'abandonne, mais son cerveau reste là. Ouais. Ça, c'est tragique hein, comme destinée. Oui. Hein. Mais j'ai trouvé ça très fort. Et J'ai attends, trouvé ça très tu fort. disais que après, quand il l'a su, il était très raisonné? Non? Enfin, Pas ça. il réagit de manière raisonnée. Par exemple, quand il parle à son ami, quand il lui annonce, c'est assez raisonné, c'est froid. Alors, Ah bien bah, sûr, c'est... il garde tout ça pour lui. Hein. L'explosion émotionnelle est plus tard avec Jane. Mais à ce moment-là, c'est froid, c'est calculé. Bah, il y a plus ce truc... il l'a pris, il l'a à l'intérieur, mais... certes, il le digère, mais c'est qu'une façade. Enfin, on se rend compte, bien sûr, très Mhm. peu de temps après que c'est une façade. Mais Ouais. même quand il le dit, quand il y a son ami qui arrive et qui n'est pas du tout au courant de la nouvelle, et qui lui dit, bah voilà, j'ai plus que 2 ans à vivre, 2 secondes après, il lui dit, bah sors de ma chambre. Ouais. Donc, c'est pas si raisonné que ça, pour moi, tu vois. C'est pas si raisonné. Il est... voilà, il veut voir personne tout de suite, en fait. Mais il se bat quand même, il continue sa thèse. Bah justement, il lui reste peu de temps, donc il veut faire que Ouais. ça, quoi. Non, mais même pas, parce qu'il regarde une espèce de série télé Non, qui l'intéresse pas, juste après, tu c'est vois. Jane qui lui pousse à continuer à se battre. Hein. Ouais. Et toi, Cédric, est-ce que t'as une petite scène qui t'a marqué? Donc oui, moi c'est la scène où Stephen donc annonce à Jane à travers son ordinateur, là, parce qu'il parle avec un ordinateur, Ouais. qu'il va aller à une conférence aux États-Unis avec Hélène. Et donc Hélène, c'est C'est une... nouvelle c'est une infirmière. aide-soignante, c'est quoi? Ouais. Ouais, c'est plutôt une... Oui, c'est une aide-soignante qui arrive au bout d'un moment, parce que là, Stephen Hawking ne peut plus parler, et donc il a... heureusement, les exploits scientifiques. Ah oui, c'est avant qu'il ait sa machine pour parler. C'est cette aide-soignante, donc Hélène, qui rentre dans sa vie pour avoir des séances, pour apprendre à... Oui, oui, en tout cas, à c'est se faire ça. comprendre. Moi, c'est cette scène-là qui m'a particulièrement marqué, qui m'a beaucoup touché, parce que premièrement, il y a ce moment où il a écrit où il écrit le message, mais il a un doute, il hésite à lui transmettre ce message ou non. Et il y a quelques secondes qui sont très rapides, mais très importantes, je trouve, où on voit toute cette hésitation qu'il a dans le regard. Parce que finalement, son corps ne bouge plus, mais ses yeux disent tout. Et c'est aussi ce qui marque... cette annonce va briser leur couple, quoi. Enfin, va Ouais, mettre non, un c'est... terme, pas briser, mais va mettre un terme à leur couple, en tout cas. Mm. Ouais. Donc, scène très touchante, pleine d'émotions. Effectivement, les dernières phrases que lui dit Jane sont merveilleuses. Je t'ai aimé, j'ai fait de mon mieux. Ouais. C'est... Là, cette scène, elle est sublime. Elle est sublime. Et c'est vrai que tu vois dans ses yeux, il bouge pas, d'où on voit la performance de Eddie Redmayne pour ce personnage. Il ne bouge pas, mais tous ses yeux... Enfin, ses yeux disent tout. Et il y a ce silence, Ouais. juste avant, un peu pesant. Mais il y a ce plan sur sa main aussi où s'il appuie. Donc, Ouais. ouais. En plus, il maintient longtemps Ouais. le bouton avant de le relâcher. Non, c'est très bien fait. C'est très très bien fait. Et donc, ouais. Ouais, C'est- cette scène, elle est très moi, très c'est forte. scène-là. Elle est très très forte. Et donc, toi, Lucie, Alors, Tiens, c'est ta scène qu'on attend. ça a été très très dur de choisir parce que j'en ai plein, mais il y a un peu ces deux petites scènes qui marquent le jeu des acteurs surtout. C'est des petits passages. Bon, déjà, j'avais aussi vu qu'on en a parlé de la prestation de Harry Lloyd. Celui qui interprète son ami, son pote de l'école, et au moment où Stephen lui apprend qu'il est malade, ça, ce petit passage-là, il arrive tout enjoué et il comprend que son ami va mourir. Ça, ce jeu d'acteur, il est formidable dans cette scène. Et c'est un peu relié aux autres scènes dont je vais parler. La première et celle qui m'a bien marquée aussi par la musique, c'est le jeu du croquet. Ils sont donc Stephen vient d'apprendre la nouvelle et Jane l'a appris par son ami parce que Stephen ne veut plus voir Jane et
Enfin, il se recroqueville totalement sur lui. Et Jane va le voir et lui dit bon, viens, on sort, on va jouer au croquet. Et lui, il veut pas. Et elle dit écoute, tu vas te lever et on va jouer au croquet, sinon tu ne me reverras plus jamais. Et là, il se lève d'un coup et C'est vrai qu'il se lève vite. il se lève très vite. Il y a un petit temps, il se lève très vite et il y va. Et j'ai un peu senti ce truc aussi de pas. Il s'est levé. Il y a une partie, ouais, pour pas la perdre, évidemment, mais aussi ce truc d'énervement de ok, bah, je vais te faire plaisir et je vais te montrer à quel point, dans quel état je suis maintenant. Il y a un peu je sentis un peu d'énervement là-dessus. Et là, c'est cette musique qui s'appelle Game of Croquet. Hein, on est clairement sur la scène. Et on voit le visage de Jane qui observe Stephen. Et donc, on voit on voit sa démarche, en fait, la maladie qui commence à prendre possession de son corps. Et Felicity Jones, elle a un regard à ce moment-là où elle a les larmes aux yeux. Ça a du mal à sortir, mais en fait, elle les retient pour pas pleurer devant lui. Et elle est juste face au mur. Et elle comprend. Je pense qu'elle assimile maintenant qu'il est malade. Ouais, elle prend conscience de toute l'étendue de sa maladie. Exactement. Et c'est avec la musique, elle est magnifique et ouais. Cette actrice, elle est incroyable dans ce rôle. Elle m'a beaucoup émue dans cette scène-là. Et une autre scène plus tard, où là, c'est la performance de Felicity Jones et de Eddie Redmayne, où justement, il perd la parole c'est après une opération. Et il sort de l'opération, et là, il faut trouver un moyen de communiquer. Et elle est face à lui, et elle a un espèce de tableau transparent avec des couleurs pour savoir, pour former des mots avec des lettres, un exercice très fastidieux pour pouvoir parler. Et elle est face à Stephen, et elle répète les couleurs, et Stephen doit cligner des yeux pour savoir quelle lettre il choisit pour former un mot. Et juste, elle répète les couleurs, et Stephen ne cligne pas des yeux, il regarde Jane, il regarde les lettres, il regarde dans le vide, et elle, l'émotion monte, et elle s'empêche de pleurer, même si tu t'entends dans sa voix que ça tremble, et tu sens que c'est une épreuve de plus, et que c'est peut-être la pire, en tout cas pour Stephen, parce que là, le regard qu'il a, il est bouleversant, il est dur, ouais. Moi, ça m'émeut tout de suite. En fait, ça y est, il a tout perdu. Il peut même plus parler. Il peut plus communiquer. Il est tout seul dans sa tête. Et là, c'est le début de la fin. Enfin, en tout cas, il est accablé. Il se dit, mais à quoi ça sert, quoi ? Enfin, tu vois toute la détresse, en tout cas, des deux face à face, et un peu victimes de leur destin. Et ça, c'est merveilleux. Ça m'a beaucoup touchée. En tout cas, la performance des acteurs, elle est incroyable. Voilà. Incroyable, ouais. Très touchante. Ouais. Let's quiz. Ah oui, un petit coup. La transition. Une transition. Oui, Christian nous a préparé un petit quiz pour chaque film. Pour chaque film, effectivement. Alors, let's quiz. Ce que je propose, c'est que tu poses la question d'abord à moi. Et si j'ai pas la réponse, Lucie répond. Ah exactement. Oui. Eh ben, on va faire ça. Parce que je pense que voilà. Peut-être que j'aurai un peu plus d'infos. Alors, c'est parti. Selon les médecins, combien de temps reste-t-il à Stephen lorsqu'on lui annonce le diagnostic ? 2, 3, 4 ans. 2 ans. Mais oui. Oui, 2 ans, évidemment. Mais j'ai un peu spoilé ton petit quiz. Y a pas de souci, t'en fais pas. C'est la question facile. Oui. Voilà. Le film s'appelle, en version française, Une merveilleuse histoire du temps. Pourquoi ? Référence à Une brève histoire du temps, sortie en 1988, Une belle histoire du temps, sortie en 2005, Une brève histoire de ma vie, sortie en 2013. C'est la première réponse, Christian. Oui, Une brève histoire du temps. Oui, je pense aussi. Il me laisse pas répondre, du coup. Tu veux répondre ? Bah oui, parce que ça, pour le coup, j'avais pas le... Bon, après, je me doute que ce soit son livre. Une brève histoire du temps. Oui. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Jane étudie en lettres. Mais quoi précisément ?
allemand, russe, portugais, italien, français, espagnol. Français, espagnol, Christian. Oui, Français, la espagnol. poésie médiévale. Français, espagnol, Christian. Quel compositeur de musique Stephen ne cesse d'écouter? Stravinsky, Beethoven, Wagner. Wagner. Tout à fait. Ah, on est Je chaud. suis trop chaud. Ouais, t'es fort. L'histoire de Stephen Hawking a déjà été adaptée en 2004 en téléfilm. Non. Qui tenait son rôle? Martin Freeman, Andrew Scott, Benedict Cumberbatch. Alors ça, je savais pas du tout. Ça, je l'ai. Ça aurait pu être un quiz déjà. La question est pas bonne. Alors, non, je rigole. Ça, je l'ai vu. Je sais pas, Benedict Cumberbatch. Hein. Bah, c'est Bénédicte, tout à fait. Exactement, sorti en 2004, le téléfilm s'appelle Hawking. Ok. Oui, mais je simplement. savais pas du tout, je l'ai su quand j'ai préparé le podcast, justement. Ouais, tu Et savais pas non, je savais pas du tout. Je Vous savais l'avez pas vu passer. non Vous l'avez- Non, Non, moi, je l'ai pas Non. vu. mais Je sais même pas. déjà la news. De quoi? J'avais déjà la news. Ah, ok. Les notions Énorme. Les La Hein news. J'avais Ah, déjà la la news. news. J'avais déjà la Je news. sais pas. Pour les plus anglophones d'entre nous. Quand on a l'anglais en soi. Non, mais ça me donne envie de le voir quand même, parce que Bénédicte... Ça retrace pas toute sa vie non plus, ça retrace ses premières années en tant que théoricien. Ok, pour sa thèse. ok, intéressant. Mais le jeu de... J'aime beaucoup cet acteur, Bénédicte Benedict est incroyable. Cumberbatch. Cumberbatch. Et bah c'est tout pour moi. Eh ben, merci Bah, Christian, merci super. beaucoup, Christian. Mais de rien. Lucie, tu as le mot de la fin sur cette première partie? Est-ce que tu veux Eh ben, terminer par quelque chose? oui, quelques mots. Donc comment je pourrais terminer ça? C'était un bon film. Rocky alors. Non, c'était une merveilleuse histoire du temps. Ouais, pour résumer un peu ça, parce que j'ai l'impression qu'il m'a donné en tout cas cette leçon-là, c'est que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Et une merveilleuse histoire du temps est arrivée, je pense, au bon moment de ma vie pour que je prenne ce tournant. En tout cas, de mes passions et de mes ambitions professionnelles. Mais c'est une très très belle histoire d'amour et j'espère qu'il impactera d'autres gens que moi. Mais ce film restera à une place particulière dans mon cœur et j'écouterai toujours ces musiques avec grand plaisir. Et ça me donne justement envie de reprendre le piano pour rejouer les morceaux. Donc Wow. voilà, j'aimerais bien refaire ça. Eh ben, merci, c'était très touchant en tout cas. Mais ouais, là, une merveilleuse histoire du temps de James March. Très touchant comme ce film. Merci. Et donc, pour passer au deuxième film, on passe au film de Cédric. Jingle. Donc Cédric, ton film déclic, c'est Rocky 1. Exactement. Et donc, je vais faire comme toi, je vais commencer par une petite chronique. Moi, je vais parler de comment Rocky a été créé, comment Stallone a eu l'idée. Est-ce que vous êtes prêts? Évidemment. Allez, Chaud. let's go. Donc, le 3 décembre 1976, sort aux États-Unis Rocky. Alors, à cette époque-là, Sylvester Stallone a tout juste 30 ans. Et il est sûrement loin de se douter à quel point ce film va changer sa vie. Avant ça, il est en pleine traversée du désert, lui qui peine à lancer sa carrière. Au début des années 70, il se retrouve sans domicile fixe et va même tourner un film érotique pour lequel il touchera à peine $200. C'est très peu. Moi, j'ai déjà touché $200. C'est la misère pour lui. Il en vient même à vendre son chien, Butkus, pour pouvoir tout simplement manger. Et au milieu des années 70, et après quelques petits rôles par-ci par-là, il assiste à un combat de boxe entre Mohamed Ali et l'inconnu Chuck Wepner. Lors de ce combat, qui d'un point de vue extérieur a l'air tout bonnement déséquilibré, ce combat va en surprendre plus d'un, car le petit Wepner va tenir tête au grand Ali. Il va l'envoyer une fois au tapis et résister jusqu'au 15e et dernier round, avant de se faire mettre KO par la légende. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une histoire? C'est ce combat qui va émerveiller et inspirer Stallone. Il écrira le scénario en à peine 3 jours, et c'est à ce moment-là que voit le jour pour la première fois Rocky Balboa. Lors d'un casting qu'il ratera de nouveau, il précisera à la fin au producteur qu'il est scénariste et qu'il pense tenir une bonne histoire, car Stallone est convaincu du potentiel de son film.
Les producteurs, charmés par l'histoire, proposent d'acheter le scénario pour 50 000 $. Et Stallone va refuser car il souhaite jouer le rôle de Rocky. Et j'aimerais insister sur ce point. À cette époque, je le rappelle, il n'a pas un rond. Et des producteurs sont prêts à acheter son film pour une somme qui lui permettrait de vivre confortablement. Et il refuse car il veut jouer le rôle principal. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Voici un véritable exemple de confiance en soi, ou de folie d'ailleurs. Et l'avenir lui donnera raison. Finalement, les producteurs achèteront son scénario pour 20 000 $ et accepteront qu'il joue le premier rôle. Le film est bouclé en 28 jours avec un budget d'environ 1 million de $. Talia Shire, qu'on a pu voir dans Le Parrain, jouera le rôle d'Adriane. Et certaines scènes, dont celle qui deviendra culte, où on peut voir Rocky courant dans les rues de Philadelphie, sont tournées rapidement et sans la moindre autorisation. Rocky deviendra un succès mondial et rapportera plus de 225 millions de $ au box-office. Le film remportera 3 Oscars, dont celui du meilleur film. Qui l'eût cru ? Pour conclure, et c'est la belle histoire de ce podcast, lorsque Stallone a vendu son scénario, il a pu racheter son chien, Butkus, pour la modique somme de 15 000 $, et c'est le chien qu'on voit dans le film. Respect, monsieur Stallone. Et il l'a vendu pour 40 $. T'en compte ? Oh, c'est fou. Ah, je savais pas toutes ces anecdotes. Ah, génial. C'est incroyable, toutes ces anecdotes, c'est fou. Ah ouais, c'est incroyable. Ok, c'est- j'en ai beaucoup appris. C'est respect, Ouais. juste ça. Stallone, c'est... Pour Comme des tu disais, compromissions. C'est quelqu'un. Il a confiance ou alors c'est carrément de la folie. Là. C'est- mais, ouais, mais il a bien c'est- misé, hein, pour le coup. Combien, moi le premier, j'aurais accepté. T'imagines, on te propose 50 000 $. Bon, bah tant pis, je suis pas dans le rôle, mais Ouais. je suis pas le Rocky, mais je joue, quoi. Enfin, ça me fait de Ah l'argent. là là. T'es quand t'es dans la misère, et lui, enfin, c'est fou. Ouais, c'est incroyable. Ouais. C'est fort. Hein. C'est une très 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 belle histoire. Et alors Cédric, comment as-tu découvert ce film ? Eh bien, c'est grâce à mon père, qui était fan de Stallone, qui m'a fait découvrir les films Rambo et donc Rocky, qui me racontait souvent qu'il était le voir au cinéma et qu'avec ses potes, à la fin de la séance, il devenait fou, quoi. Il voulait se battre avec tout le monde. Oh waouh. Ah ouais, surtout, je me souviens je crois quand il me parlait du Rocky 4, Rocky 4 contre le Russe. Ivan Drago, où là, il m'a dit, Ivan Drago. quand on l'a vu, mais on était là, mais c'était un truc de fou, quoi. Une bête. Et donc, au début, j'admets, c'était un peu... j'étais content de voir Rocky, mais c'était un peu pour faire comme mon père. Je voulais qu'il soit content que je regarde ce film Rocky. Puis en fait, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré quand j'étais gamin. Donc, je sais pas à quel âge je l'ai vu, je devais avoir 10 ans. Peut-être un peu, de 10-11 ans. Et je me les regardais... la saga, je me la faisais assez régulièrement, ouais. Peut-être une fois par mois. Parce que j'aimais bien les persos. Une fois par mois ? Ouais. Ah ouais, Bah, ok. comme je vous disais, je crois que Rocky 1, c'est peut-être le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Oh, c'est fou. C'est vraiment le film que j'ai vu en boucle. Hmm. Donc voilà, et donc il est resté avec moi jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que tu te rappelles de ton ressenti quand tu l'as vu la première fois ? Ouais, je me souviens des frissons à la fin quand il y a la musique qui se lance avec le combat. Le combat de boxe, Ouais. et qu'il y a la musique, je me souviens encore, j'étais là, waouh! Et il y a même un moment où je voulais faire de la boxe. Bon, évidemment, pour ceux qui me connaissent, j'ai un corps de lâche, mais, mais ça m'a motivé à faire de la boxe, je voulais faire ça. Puis mon père avait fait de la boxe dans sa jeunesse aussi, donc tu sais... Oui, bien sûr, faire comme papa. Ouais. Et ça m'avait vraiment matrixé de voir ça. Hmm. Ok. Mm. Et donc, est-ce que tu saurais expliquer pourquoi c'est ton film déclic ? Rocky, c'est ma séance chez le psy. En fait, quand je vais pas bien, peu importe la raison, je regarde Rocky. Je regarde Rocky 1. J'en parle avec émotion car sans trop rentrer dans les détails, c'est un film qui m'a poussé à faire des choses dont j'aurais sûrement été incapable de faire sans avoir vu ce film. C'est rempli de valeurs importantes, le courage, la détermination, le respect aussi. Et penser à cette histoire me permet de me remettre assez régulièrement en question. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que quand on pense à Rocky, on pense évidemment à la boxe. Et moi, je trouve que dans Rocky, en général, mais surtout dans Rocky 1, la boxe est bien secondaire, en fait. Le combat contre Apollo Creed arrive dans les 10 dernières minutes du film. Le reste ne raconte que la vie de Rocky.
et de ses galères et de ses rencontres. D'ailleurs, Apollo Creed, c'est, dans ce film, je trouve, l'allégorie de la vie. Pour Rocky en tout cas, parce que tout au long du film, on voit que la vie n'est pas très clémente avec Rocky. Il habite dans un appart crasseux, dans une ville crasseuse avec des gens crasseux, avec un travail crasseux. Et Creed en fait de même avec lui en fait. Il le prend de haut, se moque de lui, se permet de le prendre avec légèreté. Mais à la fin, le combat, ce qu'il ne sait pas Apollo, c'est que pour Rocky, c'est le combat contre la vie, c'est le combat de sa vie. Et je trouve ça d'ailleurs merveilleux la façon dont le film se termine, parce que la dernière image, c'est celle de Rocky serrant dans ses bras Adriane, car sa vraie victoire à lui, c'est d'avoir trouvé l'amour, et d'avoir trouvé cette femme qui le soutiendra. Et donc c'est un déclic pour moi parce que, comme je l'ai dit, ça m'a poussé à faire beaucoup de choses où j'aurais certainement jamais eu le courage de le faire. Ce petit gars qui veut s'en sortir, moi j'ai toujours cette image. Et à la fin du combat, Rocky se fait envoyer au tapis, il se relève et il fait le geste à Apollo de « Allez, ramène-toi ». Et tu vois Apollo dépité, il se dit « Mais c'est quoi ce mec ?» Et c'est là que tu te dis, il n'y a rien de plus dangereux qu'un mec qui veut s'en sortir. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un mec qui veut se prouver et qui n'a rien à perdre, en fait. C'est la belle histoire dans ce film, surtout qui commence seul et il termine avec Adriane. Voilà. Incroyable. Très touchant. Extrêmement touchant. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur les valeurs de ce film et c'est ce qui en fait sa force. Mais merci d'avoir partagé ça avec nous. Waouh! Ok! Et pour le bien de ceux qui nous écoutent, tu peux nous dire, Adriane, en Rocky? Je suis obligé de te le demander. Si. Attends. Surtout, Adriane, quoi. En plus, c'est super à la fin, où, putain, quand la sonne cloche et qu'il y a tout le monde qui veut lui parler et que lui dit « Mais laissez-moi tranquille !» Et il fait « Adriane !» Adriane, comme il hurle. Et il voit rien. Il voit Ouais. rien en plus. En plus, il voit plus rien. Ah ouais. Merci, Cédric. Avec plaisir. Bon, je le fais très mal. Adriane, c'est beau, Oula, cette scène alors, de... écoute. C'est la Christian, VF. détends-toi. Ah, C'est- c'est la VF. C'est- Ah oui, c'est- vous l'avez vu en VF. Ouais. Oui, Rocky. Moi, c'est les rares films, tu vois, c'est les rares trucs avec Malcolm, Hmm. peut-être où j'ai vu tout de suite en VF et du coup, c'est dur de se détacher de la VF. Mais comme même Harry Potter. Ouais, exactement. Ça fait partie des films où ça se voit en VF. Non, mais la VF, en plus, elle est très mythique. Et du coup, vous avez vu ou revu le film, peut-être, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup? Rocky, pour moi, c'est le genre de film qui me fout un grand coup de nostalgie. Le dimanche après-midi avec le daron, comme tu le dis. Et même si pour ma part, j'ai plus grandi avec Arnold Schwarzenegger. Désolé, mais moi je suis plus proche de Terminator. Chie-moi dessus pour voir. Je vais te le faire. Mais revoir Rocky est toujours aussi plaisant. Ce film s'inscrit dans cette philosophie où rien n'est impossible et que tout réside, selon moi, dans le dépassement de soi. Parce que voir Rocky, c'est des frictions. Voir Rocky, c'est prendre son courage à deux mains. Voir Rocky, c'est tout simplement et tout bonnement, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Waouh. C'est bien dit. Ouais, c'est bien dit. là, Et toi, maintenant, c'est à Lucie? moi. Pour le coup, très différent de vous. Je l'ai vu pour la première fois. Mmh. C'est Pour génial. ce bien de ce podcast, même si bien sûr j'en ai entendu parler depuis très longtemps, même la musique dans Rocky 3, Eyes of the Tiger, est très très connue. Du groupe. Oh mince, oh non, j'ai oublié. Oh la colle. Survivor. Mais alors, Survivor. Merci Christian. Et non, bah, je connaissais en tout cas l'ampleur de Rocky, mais jamais j'avais eu l'occasion de le voir. Je sais que ma mère, en tout cas, les a vus. Je sais pas si elle les a vus au cinéma, mais en tout cas, elle les a vus quand elle était jeune. Mais j'ai pas eu en tout cas cette succession le dimanche après-midi, c'est Rocky, tu vois. c'est un truc générationnel. C'est un truc générationnel. Ouais, mais même bon, un peu, ouais, tout à fait. Non, et du coup, j'avais très peur de pas raccrocher les wagons. Vu que c'est un truc, en effet, générationnel, je me suis dit, bah, j'espère en vrai que ça va me plaire. Ouais, J'étais ouais, pas je sûre. comprends. Et j'avais peur que ça me plaise pas du tout. Et en fait, j'ai commencé le film. Je me suis dit, bon, allez, on y va. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a pris dedans. Ouais. Enfin, Super.
Tu te Ouais, prends dans... parce qu'en fait, je me suis dit, j'avais ce regard extérieur de ouais, ça va parler que de la boxe, que de la boxe et que ça va être un côté très sportif et tout. Moi, je suis plus comme une merveilleuse histoire du temps sur un truc plus sur la vie et la romance ou des trucs comme ça. En tout cas, les valeurs de la vie, les problèmes de la vie, les épreuves et tout. Mais en fait, Rocky, c'est clairement ça. C'est les épreuves de la vie et de, ok, qu'est-ce que t'en fais et, Savoir saisir sa chance. exactement, et d'y croire coûte que coûte, même si la vie te fout des bâtons dans les roues. Et non, ça m'a plu. Donc j'ai vu que le 1 pour l'instant, mais ça me donne envie de voir toute la saga. Et on s'y attache à ce personnage de Rocky. Même, je savais pas du tout qu'il allait avoir une histoire d'amour avec Adrienne et qu'elle allait prendre cette ampleur-là. Et je trouve ça d'autant plus beau. Alors la fin, avec la musique, oh là là. Je Ouais. connaissais déjà la musique avant de voir le film. Et là, en plus, on l'avait dit avant de préparer le podcast. Je sais plus, je vous avais fait écouter la musique et tu m'avais dit, Cédric, ouais, bah attends, tu verras la scène qui est avec cette musique. Et là, je l'ai vue et j'ai fait, ok, bon, bah ça renforce la musique. En tout cas, le ressenti que j'avais déjà avec cette musique. Oui, c'est bien que tu parles de la musique, parce que c'est ça dont j'ai oublié de parler, mais donc c'est bien que tu... Enfin, mais le truc, c'est la musique est Ouais, exceptionnelle, et c'est un peu... Moi, je trouve que c'est... donc c'est Bill Conti, et c'est un peu... pour moi, c'est l'équivalent, je dis les termes, de Ennio Morricone, Sergio Leone. Bah, il a justement, c'est comme tu as dit, 3 Oscars, il a eu Oscar pour sa musique. Je suis pas sûr. Possible, non, je crois pas. Je crois que c'était meilleur montage, meilleur réalisateur et meilleur film. Autant pour moi. mais la musique, elle est mythique. T'as le thème de Rocky qui revient, qui tient aux oreilles. Et non, t'as le thème de Rocky qui te reste dans la tête. Et cette musique de fin de gloire et de... Parce qu'en fait, c'est même pas la gloire du combat. C'est la gloire de... Il est resté jusqu'au bout. Ouais. Il les a tenus ces 15 rounds. Et c'est ça qui est fou, parce que son objectif, c'était de rester jusqu'au bout, tenir les 15 rounds. Et il l'a fait, et c'est une victoire très personnelle. Limite, à la fin du film, on s'en fiche de savoir qui a gagné. Il a tenu, quoi. Bah, en plus, c'est sur cette chanson, donc il termine avec Adrian. Ah ouais. Et ça, Oh là là. c'est sa victoire. Ouais. Ah non, c'est fou. Ah non, il est vraiment très très beau. Je m'attendais pas du tout à ça, et j'ai été agréablement surprise. Oh, c'est trop bien. Bah, tant mieux. Moi, je suis Ouais. trop content, Non, non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Même, en effet, la scène dont tu parlais tu le vois, la première séance où il va courir, où il est essoufflé sur les marches et tout, et tu le vois plus tard où, en fait, il monte les marches 4 à 4 et il est Bah. content. Enfin, c'est... C'est ça, je voulais revenir justement sur cette scène-là, rapidement. Parce que dans les autres films, quand il court sur ses marches, il est avec tout le monde. Il est avec des gens de la ville, tu sais, les gamins de la ville, Ouais, avec qui il court après. Dans ce premier film, il est tout seul. ouais Je ça trouve- montre bien. Ouais. Je trouve que c'est très fort Mm. comme image, où il se tient le point de côté, etc. Il est tout seul dans sa merde. Il est tout seul dans sa crasse. Et je trouve ça très fort comme image. Ouais, surtout, il se lève très très tôt, il y a vraiment personne dans les rues et tout. 4 heures du matin. Tomate avec un verre d'œuf. Oh la vache! Oh, je les ai comptés les œufs, hein. Ouais. Je me suis dit, mais il va se faire des œufs brouillés, là, comme ça. Ouais, Ah non, non, non. oh la vache, cul sec, comme ça, là. Non, non, mais c'est... En plus, ça montre aussi cette valeur-là de faut pas rester dans son coin. Et comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Quand t'as son entraîneur qui vient lui dire, bah, c'est bon, je vais Mickey. t'entraîner et tout, alors qu'il lui a chié dessus pendant des années. Ouais. Et il lui dit non, ta gueule, et après il revient le chercher en disant non, mais c'est bon en fait, entraîne-moi. Moi je m'y attendais pas du tout qu'il change d'avis à ce moment-là. Ouais. C'est un bon gars, Rocky. C'est ce qu'on se disait, Christian. Oui, c'est quelqu'un de bon en soi tout le long du film. Tu vois, même quand il fait sa collecte d'argent, bah, il casse pas le pouce du gars. Ouais. Avec Mickey, pareil, il le poursuit. Même avec Polly, il est très Très patient. patient. Ouais. Ouais. Ouais, Mais ça- on le prend pour un débile en vrai. Ouais, un peu, mais Enfin, on le prend pour un débile, je veux dire, même s'il est gentil, on le casse après, quoi. Bah, il y a Mm. cette phrase pendant le match où l'entraîneur de Apollo Creed lui dit il sait pas que c'est pas un vrai combat, quoi. oui, c'est ça. C'est oui, il lui dit
il sait pas que c'est un spectacle. Pour lui, c'est un combat. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Et c'est là où Apollo Creed, il s'est commencé à vraiment se battre. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Hein. On a voulu l'utiliser pour les biens et la notoriété de Creed et au final, retourne sa veste, quoi. Ouais. Non, c'est super. Et donc vous, quelle a été votre scène préférée? Quelle scène vous retenez de ce film? Mon passage préféré, c'est la scène quand on annonce à Apollo Creed que son match doit être annulé parce que son adversaire est blessé. Alors Apollo retourne la situation et en maintenant le match et décidant d'offrir une chance à une nouvelle recrue d'affronter le champion du monde. Et je trouve ça tout bonnement génial de manipuler ainsi le mythe du rêve américain. Parce que Apollo décide, ok, bon très bien, alors on va trouver une nouvelle recrue, quelqu'un qui sait pas se battre et on va lui donner de la chance parce que l'Amérique c'est le pays où on donne sa chance. Ouais. Le rêve américain, quoi. Ouais, et j'ai trouvé ça fou de tourner le rêve américain en son avantage. Ouais. Ok. Et moi j'ai adoré ce passage-là. Très présomptueux, très arrogant de sa part également. Parce qu'il y avait aussi cette scène aussi dont tu me parlais où le coach voit Rocky taper dans la viande là. Ah oui, oui. Alors c'est vrai, il y avait aussi ce passage-là. C'est quand Rocky est interviewé et que on le voit taper dans la viande et il y a le coach d'Apollo Creed qui regarde la télé et qui demande à Apollo, attends, viens voir ce qu'il est en train de faire lui là parce que lui il s'entraîne là. Et surtout, il a l'air de frapper fort. Il a l'air de frapper fort et il a un sacré jeu de jambes. Ouais. Ouais, comme à la fin, lui, il se bat. Alors, et c'est pas un spectacle. Voilà. Mais ouais, cette manipulation du rêve américain, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est très. Et surtout, on pourrait croire que c'est le genre de. Alors oui, il y a un homme blanc dans la salle qui crée, qui programme le match, mais on pourrait croire que c'est ce genre de magouille, que c'est les hommes blancs qui le font, alors que là, c'est un homme noir qui le fait aussi. Ouais. Voilà. Ok. Moi, Lucie. c'est le côté plus romantique du film. C'est la scène où, juste avant que, je vais dire Stallone, juste avant que Rocky et Adrienne s'embrassent. C'est le moment où ils sont dans l'appartement, où ils sont loin et tout. Et j'étais un peu... ouais, j'étais tendue dans le sens où j'avais envie de voir si ça allait conclure ou pas. Et non, je sais pas, il y a ce truc où d'un coup, il est en Marcel et tout. J'étais là genre, d'accord, ok, le monsieur est très musclé, ça marche. Et tu vois Adrienne... Il est chez lui. il se met à l'aise et tout. Mais je crois qu'en plus, il veut juste enlever son pull au début. Et ensuite, non, il prend le t-shirt et il l'enlève. Et là, il se retrouve à Marcel. Et j'ai fait, ok, t'as chaud? Ouais, pas tant que ça, mais bon, je te laisse faire quand même. Alors qu'Adrienne, elle est dans l'entrée avec son bonnet, ses lunettes et son manteau et tout, elle bouge pas. Et au final, quand ils s'embrassent, j'étais... C'était mignon. Mais c'est vrai, on en a reparlé justement avant le podcast. La façon dont Rocky séduit, fait du flirt avec Adrienne, j'étais là genre, oulala, alors attends. Oui, j'avais jamais remarqué avant. Et là, en revoyant le film, j'ai fait, en fait, c'est peut-être chaud un peu. C'est un peu forcé, c'est un peu harcèlement. Ouais. Parce que même sur le moment, quand il a dit non, enlève tes lunettes, c'est lui qui les enlève, enlève ton bonnet, c'est lui qui enlève le bonnet, j'étais là, oulala, attends, mais elle est bloquée dans le coin, j'étais bon... Après, il lui pose quand même la question, il dit, si vous voulez pas, partez, vous pouvez... Il lui pose quand même la question assez proche. Hein. Oui. Ouais, quand même. Non, mais même, il se rapproche d'elle et tout, et je me suis dit, oulala, soit ça part en drame total, soit ça part en romance. Mais alors, c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'était une autre époque. Ouais, non, mais c'est l'époque, évidemment, mais il y a le... Mais on apprend aussi des dernières époques. Mais non, il y avait plus ce truc du personnage d'Adrienne, où sa timidité et son intimidation envers lui, mais plus d'admiration, est déjà amenée au début du film. Donc quand tu prends que cette scène et que... sans contexte, c'est vrai qu'elle est un peu limite. Mais tu comprends que le personnage d'Adrienne
elle est très timide, elle ose pas parler à Rocky parce que voilà, elle le regarde quand il sort de la boutique. Enfin voilà, tu sens qu'il y a une petite approche. Et en fait, elle est très très mal à l'aise. Ouais. Elle est très très timide et qu'en fait, c'est vrai que sur le coup, tu te dis Rocky, il aime cette femme, alors que tu vois, c'est le typique du beau gosse, il est grand, il est musclé, donc tu te dis en fait il peut avoir plein de nanas à ses pieds, et il va cibler elle parce qu'il voit sa beauté derrière sa timidité et ses lunettes et tout, et en fait c'est vrai que quand il enlève, on découvre la beauté d'Adrian en même temps que Rocky quand il enlève ses lunettes et son bonnet en fait. C'est vrai. Et là, tu vois toute sa beauté, tu vois son profil, elle est magnifique. C'est vrai, oui. Elle est C'est vrai, ça m'a fait magnifique, ça elle est aussi. charmante, et en fait, tu te dis, mais oui, évidemment, c'est pour ça qu'il l'aime bien. C'est pour ça qu'il prépare ses vannes tous les jours. C'est pour ça qu'il va toujours C'est pas acheter éclaté. à manger pour ses tortues et tout. Enfin, c'est pour ça qu'il y va tous les jours. C'est trop mignon. Et tu vois la concrétisation de ça, et après, toute la relation qui dure, elle est trop belle. Mais ce passage-là, j'étais là. Ah ouais, ok. Ben, sympa. J'aime bien. Je sais pas ce qui va se passer. Ça non, m'emmène, ça m'emmène. Ouais, exactement. Non, c'est très sympa. Et toi, Cédric? Quelle scène as-tu choisie? Donc ma scène à moi, c'est pareil, c'est une scène que je pense très souvent. Très très souvent, parce que pareil, elle m'aide. Savoir s'écouter, savoir que tu es le seul maître de ton destin finalement. Ça intervient à la fin du film. Donc Rocky est envoyé au tapis par Apollo Creed. Donc l'arbitre compte les secondes et il y a Mickey qui crie à Rocky, te relève pas. Il dit te relève pas, te relève pas. Et Rocky se lève quand même. Et cette scène, là rien que d'en parler, c'est des frissons quoi. C'est wow. La façon dont il lui dit te relève pas, te relève pas. Et en plus à ce moment-là, il y a un plan sur Adrian qui était resté dans les vestiaires tout ce temps. Et elle apparaît et elle voit Rocky au tapis. Et là il se relève et c'est magnifique, c'est merveilleux comme scène. Moi ça me fout les frissons à chaque fois quoi. L'abandon n'est pas permis. Mais surtout que, on lui dit de pas se relever. C'est là que tu vois qu'il y a que toi qui sais en fait. Ouais. Il faut que tu t'écoutes toi, et lui il sent qu'il peut se relever. Et c'est juste après, à ce moment-là, où il fait Apollo Creed, allez amène-toi. Et Apollo Creed il fait. Donc voilà. Ouais, tu sens qu'il a la rage de vivre, quoi. Ouais. Il a la rage de tout, quoi. Ça devient même surhumain à ce moment-là. C'est exact, oui. Et C'est je pense un que Apollo le dépassement. sent. Ouais. Oui, comme tu le disais, il est face. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui n'a rien à perdre. Ouais. Et qui veut s'en sortir. Et qui veut s'en sortir, plus que tout. Mais c'est vrai que ce passage avec la musique. Et justement, et c'est ce moment où il dit te relève pas, que Rocky se lève, c'est accompagné d'une musique. Ouais, il y a tout dans cette scène pour te faire vivre quelque chose de fou, quoi. Et petite anecdote, cette scène a été tournée à l'envers. Ils ont commencé par la fin, Ah ouais? jusqu'au début, pour question de maquillage. Ah ok. C'était plus Énorme. simple si ils enlevaient peu à peu. D'accord. Ah Ah oui, ouais. que faire l'inverse. Ouah, ça doit être super dur à jouer en vrai. Oui. Mais voilà. Ah oui, d'accord, ok. Il y a aussi, Incroyable. je me permets, du coup, il y a quand même une autre scène aussi que j'aime beaucoup. C'est la veille du match où Rocky va s'asseoir dans le lit et il lui dit je veux pas gagner. Et ça montre quand même le doute, la peur chez cette Ouais, personne. il dit je veux pas gagner ou je vais pas y aller. Non, il dit je gagnerai pas. Ah oui, j'y arriverai pas. un truc Je comme ça. gagnerai pas. Mais par contre, il dit si j'arrive déjà à aller au bout du match, ce sera déjà une victoire. Ouais. Ça, je trouve ça très beau comme moment. Et il se recroqueville dans les bras d'Adrian. Ouais, c'est fou, c'est que même montrer, malgré tout l'entraînement et tout, c'est arriver à la date butoir, bah tu te doutes quand même, ce qui le rend 1000 fois plus humain, quoi. Oui, exactement. Bah, il a peur. Hein. Ouais. Même lui, il Même a peur. Et mention spéciale à la scène de patinage. Oh là là, putain. Ah non, mais c'est terrible, hein. Je me suis dit, alors attends, il fait que parler. Ah ouais. En même temps, il est timide alors. Bah ouais, mais sur le Bien moment, comme je me suis l'huile. dit, oulala. Mais ça la débloque, hein. Enfin, elle parle. Hein. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça... Mais justement, je me suis dit, est-ce qu'il va réussir? Parce que bon, il parle que de boxe tout le temps. Mais il se complète bien, Ouais. en vrai. Il se complète bien parce que, comme tu le disais, elle parle après, elle lui pose des questions et puis elle l'écoute.
Surtout, elle s'intéresse, elle lui dit mais pourquoi la boxe? Ouais. Et pourquoi t'as commencé à Non, faire de mais la ne boxe? renchis pas. Ne surenrichis pas. Et même quand quand il la suit, parce qu'il n'y a qu'une paire de patins pour 10 minutes, Ouais. même il se démène pour avoir 10 minutes C'est fou, pour hein. Adrienne. Non, non, c'est super. Il y a de très belles scènes dans ce film. Et maintenant, Let's quiz. Tiens donc. Lucie, sur quelle date s'ouvre le film? Le 1er décembre, le 27 octobre, le 25 novembre. Putain, j'en sais rien, même moi. Ah, attends, C'est- quoi? La première chose qu'on voit du film, Ah non. Ah ouais? c'est l'ouverture. C'est exact. C'est le film s'ouvre. La première chose qu'on voit, c'est Rocky. Écrit en gros. C'est écrit Ah, attends. Rocky, les lettres. Non, non, redis les dates. Donc, t'avais dit 1er décembre, 1er 25 décembre, octobre, 27 octobre, 25 novembre. 25 octobre. 27 octobre, 25 novembre. Alors, c'est forcément avant Thanksgiving. Oui. Donc, ça peut pas être le 1er décembre. Donc, pour moi, c'est en... je sais pas. Pour moi, c'est novembre. Je dirais novembre. Quelques jours avant, parce qu'on voit la scène de Thanksgiving. Du coup, c'est quelques jours avant. Ouais, donc peut-être le 25 novembre. C'était le 25 novembre. Yes! Plus précisément le 25 novembre 1975 à Philadelphie. C'est ça l'ouverture du film. Ok. Bon, c'est fou, Avec moi, le portrait de Jésus en arrière-plan. Ouais. Voilà. que de la déduction. Là, je me rappelais pas du tout de la date. Pourquoi Rocky s'appelle Rocky? Hommage à un boxeur Rocky Marciano, parce qu'il est aussi résistant que le Rock, ou c'est le diminutif de Robert. Aussi résistant que le rock. C'est Rocky Marciano. Marciano. Oh non! Oh zut. C'est Rocky Marciano. Et, petit piège, c'est Robert Balboa, alias Rocky. Ah, donc il y avait deux réponses. Oui. Et j'ai choisi la Celle du mauvaise. milieu. Bah, super. Oui, Rocky Marciano, légende du ring dans les années 50 et star invaincu de la catégorie poids lourd. Alors. Ils en parlent d'ailleurs dans le film. Ouais. Et il y a même un poster de lui. Eh ben, écoutez, j'ai pas regardé le film autant que vous, et aussi bien, en tout cas. Quel est le surnom de boxeur que Rocky a? Le Pinocchio de métal, l'étalon italien, fausse patte. Ça, je l'ai. L'étalon italien. Cédric? Oui, c'est ça. Oui, l'étalon italien. Parce que fausse patte, c'est pourquoi? Parce qu'il boxe. De la main gauche. Exactement. Comment s'appellent les deux tortues de Rocky? Si tu me redonnes les noms, j'ai. Bouton et pression, King et Kong, Soleil et Lune. Ah bah non, j'ai pas. Je crois que c'est bouton et pression, hein. Bouton et pression. Yes! Putain, ouais. King et Kong. King et Kong. King et Kong. Ah ouais, mais moi, en plus, je l'ai vu en VO. J'ai pas les mêmes noms. Ah ouais, en sous-titre, c'est pas le même nom? Oui, c'est ça. Bah, je crois pas. Je Ah. crois que j'ai pas le... Oh, je sais plus, ça doit être une autre traduction, mais... Ouais. C'est vrai que à la différence de vous, je l'ai vu en VO. Elle a fait dès le début le mauvais choix. Alors, Oh, film- ça va. Oh là là. Oh, ça va. le film a tellement eu d'importance que chaque année, il ressort au ciné, qu'il a failli avoir le prix Nobel de littérature pour le scénario, qu'il soit au National Film Registry. Je pense que c'est ça. Ouais, je dirais le... Ouais, le troisième. Le troisième. Et effectivement, le film se retrouve ainsi conservé à la Bibliothèque du Congrès en fonction de son importance tant au niveau culturel et historique qu'au niveau esthétique. Trop bien. Bah, comme quoi, c'est un chef-d'œuvre. Eh bah, oui. Apparemment. Apparemment, c'est un chef-d'œuvre parce qu'il est enregistré. Merci, Génial. Christian. Merci, Mais de rien. Christian. Trop Est-ce bien. que tu as quelques petits mots de conclusion, Cédric, pour ce film? Et oui. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le faire un jour, mais moi, je veux remercier Sylvester Stallone, tout simplement, pour ce qu'il m'a apporté. Et c'est peut-être parce que je pense pas que je pourrais le faire un jour. Mais sait-on jamais. mais sait-on jamais. Mais j'aimerais de toutes mes forces le remercier. Voilà, pour ce film. Et il y a beaucoup de scènes. Beaucoup. Surtout dans le 6. Dans le 6, il y a une scène culte que tout le monde connaît, je pense, où il parle à son fils et il dit, voilà, le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, machin.
Là, c'est Stallone qui parle. Dans le film, c'est Rocky, mais tu sens que c'est Stallone Oui, qui va adresser un message. il met son vécu là-dedans, quoi. Et dans beaucoup de Rocky, dans tous les Rocky, il y a beaucoup de Stallone. Et c'est lui qui parle. Et moi, je veux le remercier pour ça, parce qu'il voilà, moi, il m'a donné la force de faire beaucoup de choses. Et il est dans ma tête, peut-être pas tous les jours, mais beaucoup de fois, surtout quand je traverse des épreuves compliquées de la vie, quoi. Donc voilà, respect et merci. Voilà. Maintenant à Christian, et on a hâte d'écouter. Oui, t'as un justificatif de déclic pour le silence des agneaux. Pourquoi et comment? Jingle. Alors Christian, fais-nous ta petite chronique sur ce fabuleux film, Le silence des agneaux. Alors, avant de vous parler du film Le silence des agneaux, je vais vous parler de son créateur, Thomas Harris, ancien journaliste qui est devenu écrivain. Thomas Harris fait partie des rares à avoir eu ses entrées à Quantico au FBI. Avec des piles de dossiers, de bandes d'enregistrement, Thomas Harris crée Hannibal Lecter, un personnage dont son inspiration principale vient d'Ed Kemper, un homme brillant dont il est accusé de 10 meurtres et dont celui de sa propre mère qui lui a coupé la tête et l'a violé. Ok. Sympa la chronique. Rappelons également que c'est les années 70 et aux USA, il y a eu la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le tueur en série. Mais revenons à notre sujet. La création de la tétralogie de Thomas Harris, mettant en scène son personnage fictif, Hannibal Lecter. Nous avons Dragon Rouge, publié en 1981, Le silence des agneaux en 88, Hannibal en 99 et Hannibal Lecter, Les origines du mal en 2006. Mais c'est le deuxième volet que pose mon déclic, et plus particulièrement son adaptation. Le silence des agneaux est sorti, en tout cas le film, en 91 avec Anthony Hopkins dans le rôle d'Hannibal Lecter, Jodie Foster dans le rôle de Clarice Sterling, réalisé par Jonathan Demme. Il faut savoir également qu'il fait partie des rares films à avoir eu le Big Five des Oscars en 92. Meilleur film, meilleur réal, meilleur scénario adapté, meilleur acteur et meilleure actrice. De ce fait, ce film a su s'imposer à son époque et créer un nouveau genre, ou du moins à le cristalliser, le thriller psychologique. Maintenant, on a tous hâte de savoir pourquoi c'est ton déclic. Ah Mais, bah. mais commençons quand même Exactement. par la première question. Explique-toi vite, vite, vite. Non, c'est comment t'as découvert ce film? J'ai découvert ce film avec mes cousins, mes cousines et mes frères. J'avais dans les 7 et 10 ans, assez jeune, je tiens à vous le dire. En effet. C'est un poil tôt. Oui, c'est un poil d'eau. Mais ce que j'ai ressenti sur le moment ou comment je l'ai vu, je pourrais pas trop vous le dire. Ça date un peu, ça fait plus ou moins 20 ans. Et Ça fait mal. ouais, là, de le dire, On l'a ça senti fait dans mal. ta voix que ça Le fait un savoir, peu ça mal. va, mais de le dire, autre Donc tu te souviens pas trop du ressenti ou dans quel... je sais pourquoi c'est le déclic. Enfin, Ah c'est ça le ressenti, non? Parce que, en fait, pour aussi dire, Silence des agneaux, le film, c'est un déclic en 2 temps. Ah, donc tu l'as... Ok. Tu l'as J'ai eu en temps. 2 temps. Déjà, quand je l'ai vu la première fois, j'ai été totalement fasciné par le personnage d'Hannibal Lecter. Attention, pas le côté sociopathe, mais le côté psychiatre. Et j'ai éprouvé une fascination totale envers ce personnage que ça m'a donné envie de devenir psychiatre. C'est fou. C'est fou, hein? Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Mais il faut quand même se rappeler que ce personnage est relégué comme un génie, une faculté d'analyse qui est hors norme. Et quand j'ai vu ça, et en plus il a un raffinement total, bon c'est un peu bizarre de le dire, je sais, mais il a un certain raffinement. Non, mais je pense En qu'on enlevant comprend, ouais. ses crimes, ou en tout cas... Voilà. En enlevant ses petits défauts. C'est hobby de manger les... Petite recette. Et Ouais. voilà. Ça, c'est vrai que c'est bluffant. Non mais oui, mais hormis ça, on comprend. Ouais. Et ça m'a donné envie de devenir médecin et plus particulièrement psychiatre. Et j'ai basé presque toute ma vie sur cette impréhension. J'ai fait des études scientifiques, j'ai eu un bac S, certes, j'ai redoublé et je l'ai eu au rattrapage, mais je l'ai quand même eu. Et je suis allé en PACES, et pas dans n'importe quelle fac, j'ai été à Pierre et Marie Curie à la Sorbonne.
Waouh, ah ouais. Et malheureusement, ou bien heureusement, je n'ai pas réussi. Je me suis réorienté en physique-chimie. Et en fait, tout ce moment-là de PACES et de physique-chimie, je me disais que qu'en fond, c'est pas quelque chose qui me plaisait énormément, que j'étais plus poussé vers cette voie. Et que ce qui m'attrayait réellement, c'était le théâtre, c'était cette envie, cette passion de devenir et d'être comédien. Alors, j'ai décidé de complètement arrêter ce côté scientifique et je me suis réorienté vers la licence d'art du spectacle, option théâtre. Parce que je me suis monté un plan dans ma tête en me disant que je faisais d'abord la théorie et ensuite je passerais à la pratique. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai eu ma licence. Au bout de 3 ans, comme j'aime le dire, je suis licencié. Et ensuite, j'ai intégré une école de théâtre pour passer à la pratique. Pourquoi je dis que le silence des agneaux était en 2 temps, en tant que déclic? C'est parce que quand je l'ai revu, et ça je crois que soit c'était en physique-chimie, soit c'était en première année de licence, j'ai totalement compris qu'en fait, c'était pas le psychiatre d'Hannibal Lecter qui m'avait fasciné, alors que si, bien sûr, mais c'était plus la performance d'Anthony Hopkins de pouvoir interpréter ce genre de personnage qui est totalement fou et impressionnant. Et ça m'a énormément impacté et j'ai pris du recul sur ce ressenti et je me suis dit, mais en fait, c'était ça depuis le début. Je me mentais à moi-même en croyant que je voulais faire médecine. En fait, je voulais toujours devenir comédien. C'est fou qu'il ait réussi à donner envie de faire ça, quoi. Ouais, Anthony Hopkins, c'est fou que ce soit ce film-là en plus. Ouais. Mais ouais, ce film-là m'a créé cette envie. Après, bien sûr, il y a eu plusieurs facteurs, et je pourrais même mentionner Jim Carrey. Mais si on prend à la racine de tout, oui, c'est Anthony Hopkins dans Le Silence des agneaux. Waouh. Très bien. Ok. Mais c'est fou quand même que tu sois parti sur le côté psychiatre et de premier degré de en fait je veux faire comme lui, mais dans la pratique du personnage, donc c'est-à-dire psychiatre, et puis d'un coup tu là comme si le voile tombait et tu C'est te dis, ça. mais en fait non, depuis le début c'est pas du tout le côté psychiatre, c'est le côté jeu, c'est ça qui est fou d'avoir cette double lecture. Donc que ce soit en 2 temps, c'est assez impressionnant. Ça m'a énormément impacté. Et, après, bien sûr, il y a eu plusieurs facteurs pour le côté sérieux, comme on dit, comme d'études scientifiques, patati. Hmm. Mais le moteur a été cette envie de devenir psychiatre. Après, comme on dit, hein, ceux qui veulent devenir psychiatre, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont un problème au cerveau. Est-ce que tu as un problème au cerveau? Je ne répondrai pas. Et Ce n'est pas le podcast pour. non, mais c'est vrai, j'ai eu ce 2 temps, cette remise en question, ce retrait sur mon ressenti. Pourquoi finalement comédien et pourquoi licence art du spectacle? Et à l'origine de tout, il y avait Anthony Hopkins. Waouh. Waouh. Ok. Trop bien. Ça va, on comprend mieux le déclic. Oui, oui. Non, Ouais, très c'est pas intéressant. devenir un cannibale, non, pas du tout. Non, quand même. Ouais. Même si j'adore cuisiner. Alors, C'est un autre débat. Oh là, et waouh. vous, ce que vous avez pensé du film? Moi, il m'a trauma. C'est déjà un bon film. Oui. Waouh. Déjà, j'étais très content de voir Jodie Foster. Ouais. Parce que moi, j'ai eu la chance de la voir pour la première fois dans Taxi Driver. Mm. Donc, j'ai vraiment vu toute petite. Et là, de la voir comme ça, j'étais là, putain. Je l'ai connue, elle était comme ça. Oh, le tonton. Vous pouvez pas voir, mais il a fait un geste petit. Ouais. Donc, non, et on m'avait beaucoup parlé, un collègue à mon travail m'avait beaucoup parlé de ce film et de la performance de Anthony Hopkins. Il m'avait dit, mais tu as pété un câble quand tu vas voir, c'est l'Oscar le plus mérité du monde et tout. Waouh. Et je regarde le truc, je fais ok, il n'avait pas menti. C'est la rencontre là, entre les deux, le premier mot qu'il échange, j'étais là, mais c'est qui ce fou? Mm. Tu pourrais voir la froideur dans les mots, quoi. Bonsoir, Clarisse. Non, tu le fais mal, mais Non, je le fais Oh. extrêmement bien. ça mérite pas un Oscar. Et du coup, Ok. non, non, je rigole. Mais ouais, ouais, les scènes qui m'ont marqué, c'est les scènes chez le tueur Buffalo Bill. C'est choquant. Mais j'en parlais, tu sais quoi, j'en parlais tout à l'heure. Ok. Ah là là. Lucie? Bah écoute, je sais pas pour toi, Cédric. Cédric, tu l'as vu pour la première fois quand? T'avais quel âge? Là, il y a quelques mois.
Ah, ok, d'accord. Mm. Oui, donc c'est très récent. Ouais. Bah, pareil pour moi. Ah. pour le bien de ce podcast. Et pourtant, qu'est-ce qu'on m'en a parlé? Surtout ma maman qui m'en a parlé tout le temps. Elle me dit, tu as toujours pas vu? Bah, je dis, bah écoute, là, je suis bien obligé. Bah, Là, là, pour le podcast, Le Silence des Agneaux était à l'affiche. Et bah écoute, choc barre. Ouais, y a pas Ouais, d'autre mot, ouais. Bah, en fait, je me suis rendu compte de ça aussi, puisque quand je prépare les podcasts, je regarde le film et à côté, j'ai mon ordi pour prendre des notes et tout. Et en fait, j'ai commencé le film, il y avait mon ordi à côté. Le film s'est terminé, je n'avais rien noté sur mon ordi parce que j'étais juste dedans et j'étais là, ok, bon, j'avais même plus recul de. Ah, mais c'est vrai, faut que je le regarde pour le podcast. Ouais. Genre, C'est un bon signe, ouais. ouais, c'est un très bon signe. Et Rocky non plus d'ailleurs, j'ai pas pris de notes. Ouais, Moi, je l'ai vu juste après, j'étais là, bon, en fait, juste kiffe. Et Ouais, viens, fais du ressenti, prends pas de notes et tout. Et je m'en souviens très bien. Il est un peu choquant, ouais, en effet. Ça bouscule. Ça te bouscule dans le crâne, t'as un peu peur. Et c'est vrai qu'il y a des personnages, mon Dieu, entre Buffalo Bill et Hannibal Lecter, tu te dis, oh la vache, les fous. Les Ça, elle-même, elle se transforme. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? je sais pas. Et ouais, entre les deux, c'est des tarés. Je me dis, mais pourquoi t'as choisi ça en déclic? Qu'est-ce qui t'arrive dans ton Ouais, c'est clair. crâne? Non mais attends, c'est quoi ce bordel? Mais je comprends Bah, maintenant qu'on a l'interprétation. l'explication. Oui, maintenant qu'on a l'explication, je C'est comprends. ok, mais. Mais c'est ok. Mais l'interprétation de Anthony Hopkins, ouais, c'est vrai que la première image, quand on le voit, waouh, il est juste debout, droit, et il regarde Clarisse arriver, et on a tout de suite compris. Oui. On a tout de suite compris. Même si on le décrit bien avant et tout, c'est... Ça fait vraiment. Il t'avale ton âme. Ouais, un peu, ouais, c'est un peu ça. Très médical. Hein. Ouais, Froid. ouais, très froid, très méticuleux et très manipulateur aussi. Et non, il est très intéressant et c'est vrai que le film à la fin amène à une suite, donc ça m'étonne pas que ce soit une saga de livres. C'est une quadrilogie. Une Quadrilogie. tétralogie, sachant que Silence des Agneaux est le deuxième. Hein. Oui, c'est vrai, en plus c'est le deuxième. Et c'est... non, c'est un très bon film, là je suis très contente de l'avoir vu. Mais c'est vrai que je suis pas ressortie indemne non plus. Quoi. Je suis contente de l'avoir vu, tu vois, l'après-midi. Voilà, Ok. petit après-midi sympa et pas le soir non plus. Ouais. Petit dans la goûter nuit après. noire. Ouais, voilà, je fais une autre activité, je passe à autre chose, tu vois, parce que tu ressors avec des belles images sympas. Mais c'est pas un film d'horreur, parce que j'avais vu Non. les caractéristiques du film, considéré comme un film horreur, suspense, machin. Non, c'est comme tu le disais, vraiment un thriller psychologique. Et tous les personnages sont ultra intéressants. Et ouais, Buffalo Bill, très très intéressant comme histoire. J'aime beaucoup les enquêtes aussi au cinéma, donc j'étais très contente de l'avoir vu en tout cas. Petite anecdote, Jodie Foster et l'acteur qui fait Jack Crawford, ils ont eu je mets des guillemets, un entraînement avec le FBI. Le FBI était vraiment présent sur le tournage Ok. pour plus de réalisme. Et l'acteur qui fait Jack Crawford a regardé des photos de scènes de crime Waouh. que des tueurs en série ont fait afin de mieux comprendre cette lourdeur qu'il y a dans ce film. Et il dit clairement, j'ai été terrifié. Voilà. Ouais, c'est fou. Ça, c'est quand même pas mal montré, tu vois, à travers Jodie Foster, le rôle de Clarisse, on voit la dureté du métier, et Ouais. donc on voit sa confrontation avec son premier cadavre, avec les photos, avec ce milieu-là. Donc on découvre ce milieu-là avec elle. Je trouve ça super intéressant, le point de vue en tout cas du film. J'imagine que dans le livre, on est de son point de vue à elle. Effectivement, dans le livre, on est également dans son point de vue. Il y a beaucoup plus de détails, bien entendu, dans le livre. Oui, évidemment. Mais c'est une assez fidèle adaptation. Ok. Mais en tout cas, le point de vue est ultra intéressant. Ouais. Parce qu'on est, Ah oui. on est novice autant qu'elle. Autant qu'elle. En tout cas, plus ou moins, mais genre, on est plutôt à son niveau. Et c'est très intéressant. T'enchaînes avec ta scène préférée? Allez, Ouais. ma petite scène. Alors,
Ma petite scène que j'aime bien, c'est une des confrontations entre du coup Clarisse et Hannibal Lecter. Quand on est au tout début, c'est pas la première confrontation dans l'hôpital Non, psy, c'est la deuxième. Deuxième. La deuxième, c'est quand elle revient de la voiture, là, de l'entrepôt de stockage. C'est quoi? C'est le donnant-donnant? C'est le donnant-donnant. C'est le troisième. C'est quand elle lui donne tous les faux papiers Ouais, c'est ça. de contrat, comme ça. Et donc, ouais, Et exactement. lui, il veut un truc en plus, c'est le Et donnant-donnant. donc elle lui donne tout le dossier de Buffalo Bill, Ouais. parce que lui, il sait qui c'est, et elle veut avoir ces informations-là. Donc elle lui propose clairement des cadeaux, enfin en tout cas de la liberté, on va dire. C'est ça, une autre après, prison, en tout cas. une autre cellule dans une autre prison. prison. C'est ça qui est plus agréable à vivre. Mhm. Et lui, il accepte, mais à une seule condition, c'est d'avoir un peu de sa vie aussi. Alors qu'en plus, on lui avait déconseillé, enfin en tout cas, on lui avait formellement interdit de parler de sa propre vie. Oui. Et là, en fait, elle est face à un dilemme de sauver la jeune femme qui est justement dans le puits chez Buffalo Bill, ou alors le prix, c'est de lui donner un peu de sa vie. Et dans cette scène, il y a ce donnant-donnant, 50-50. Elle donne quelques informations de sa vie, il lui donne quelques informations sur Buffalo Bill. Et dans la manière où c'est tourné, en tout cas le découpage technique, il est super intéressant parce que quand ils se parlent face à face, on est vachement sur Hannibal Lecter, et quand il lui parle dans les yeux, il lui donne les informations, et dès qu'il se retourne, et qu'il est seul et dos à elle, tu captes tout de suite qu'il veut des informations sur elle. Et c'est très intimidant, en tout cas du point de vue de Clarisse, parce qu'il la regarde même pas, et c'est... elle est très impressionnante cette scène, mais je trouve ça très intéressant comme mise en scène, en tout cas. Ok. Et dans le jeu, on passe de informations tranquilles à psychologie, d'un coup, du psychiatre. Ok, c'est un peu intimidant, mais j'aime beaucoup cette scène. Voilà. Elle est vraiment géniale. Non, elle est bien montée. La mise en scène est très très cool. Le donnant-donnant. Ouais, le donnant. Et surtout les plans serrés qu'ils font sur leur visage. Ouais. Juste fou, hein. Ouais. Ils sont fous. Non, c'est très bien fait. On sent très bien l'ambiance intimidante. Et toi, Cédric? Donc, moi, c'est une scène qui m'a traumatisé. Alors, j'ai hésité avec le kidnapping. Je me suis dit, on ne pourra pas faire pire. Si, on a fait pire. Oh là là, oui, c'est vrai. La scène donc chez Buffalo Bill, où on voit la fille donc, qui s'est fait enlever dans le puits. Et... T'es vraiment pas bien. Ouais, non. Mais je vais dire pourquoi. Et donc, il lui balance le seau. Parce que je sais plus ce qu'elle doit faire là. Elle doit se mettre. On doit se mettre de la crème sur la peau. Et là, il monte le seau et on voit les traces de sang sur le mur. Oui. Et je me suis dit, cette scène est beaucoup trop réaliste. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que ça se passe quand tu te fais enlever par un... Comme ça que ça Un peut se passer en tout psychopathe. cas. par un psychopathe. C'était trop réaliste et ça m'a choqué quoi. Ouais. Ouais, ça m'a choqué genre. Ce genre. Je suis choqué. C'est... Déjà la scène du kidnapping est très réelle. Ouais. T'as vraiment l'impression que c'est dans ce délire-là, tu veux aider, tu te fais avoir. Ah ouais, c'est terrible. Mais là, ce moment où dans le puits, en plus, l'actrice joue super bien parce qu'elle dit je veux voir ma maman, je veux appeler ma maman. Elle hurle. Et ça fait froid dans le dos, quoi. C'est sûr que ça se passe comme ça. Et du Ouais, coup- son cri quand elle découvre les traces de sang, et Ah en fait, ouais. les traces Et de... l'ongle. Les ongles, incrustés, ah ouais, c'est les... Ah de la précédente victime. Et pourquoi il pleure parce qu'il pleure aussi, le serial killer. Parce qu'il sait aussi. Ça l'attendrit. Ça l'attendrit, il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien non plus. Donc mais il a quand même conscience. Oui, il a quand même conscience, mais il a un problème plus profond que lui, il préfère gérer ce problème-là. Ok, Et tant pis pour toi, même si ça me touche. ok, d'accord. Waouh. Ouais, bah c'est choquant. Ouais, parce que son truc, c'est... Son projet, il est obligé de tuer des femmes, mais s'il pouvait le faire autrement, il le ferait autrement, tu vois. Ok, Ouais, c'est d'accord. J'imagine. c'est comme Hannibal le dit, le meurtre, la mort des personnes, c'est la conséquence de son envie. Et son envie, c'est d'avoir des peaux. Ouais. Ouais. Ouais, ok. Mais la mort, c'est la conséquence. Parce qu'en soi, il veut pas te tuer. S'il mais pouvait éviter. Ouais, s'il pouvait éviter, il le ferait. Mais Le FBI se rend compte que les victimes ne sont scalpées, mais qu'après la mort.
Donc il n'y a Ouais. même pas de torture en fait. Il n'y a même pas de traces de viol, ni de torture, ni de quoi que ce soit. Donc il se dit mais pourquoi en fait il fait ça après? C'est un peu bizarre. Justement, d'où Ouais. arrive le questionnement de la motivation de Buffalo Bill. Mais ouais, ça le rend un peu plus humain à ce moment-là. Mais, Ah ouais, non, mais la scène, elle est... c'est traumatisant. ah, elle est terrible. Ouais, ouais. Avec le chien précieuse. Ouais. Oh là là. Voilà. Et bref, non, je ne vais pas entrer dans les détails, mais bref, ça fait peur, quoi. Ouais. Et toi, Christian, quelle est ta scène culte? Et ben en soi, je suis navré, mais j'en ai pas. En fait, toutes les Parce que c'est tout le film. tout le film, mais surtout toutes les interactions avec Anthony Hopkins. Le moment, Ouais. j'arrive pas à me décider. C'est tout ce qu'il dit, c'est tout ce qu'il fait qui est juste fort. À la limite, il y a peut-être une phrase en plus, c'est quand la première entrevue avec Clarisse, c'est quand elle lui donne le formulaire de questions et qui jette simplement un coup d'œil et lui dit « Vous pensez pouvoir me dessicquer mon cerveau avec cet instrument émoussé ?» J'ai trouvé ça fabuleux. Juste avec un seul coup d'œil, dire « Attends, tu penses que tu vas m'avoir avec ce petite merde? Je suis tellement plus intelligent que je peux déjouer ton questionnaire. » Ah ouais. J'ai trouvé ça fort et surtout cette réplique, genre cet instrument émoussé. Et après, bon, il y a tellement de passages que j'adore et non, j'arriverai pas à choisir. Ok. J'arriverai pas à choisir. Voilà. Très bien. Bah écoute, ça veut dire que c'est une œuvre complète Exactement. Ouais. pour toi. Ouais. Ok, je Complètement. capte. Comment? Je capte. Tu captes? Je capte, hein. Mais du coup, tu nous as préparé un petit quiz Ouais. sur ton film Déclic. Exactement. Ok. Troisième jingle for Let's Let's quiz. Alors, petit quiz à choix multiples. À mon avis, je vais être très mauvais sur celui-là. Ah bah Tiens. je sais pas, hein. On a égalité là. On a la... Question simple, vu que la réponse a déjà été donnée. Comment s'appelle le tueur que Clarisse poursuit? Buffalo Bill, Miggs, Barney. Bon bah Buffalo Bill. Buffalo Bill. Ok. Et pourquoi? Tiens. Bah, c'était pas un cow-boy. Exactement. Plus Oh. précisément, Clarisse a entendu un policier qui dit il devrait sûrement avoir un marché pour les peaux. Waouh. Wow. Ah. Je voulais pas cette info. Ouais. Qu'est-ce que Hannibal adore quand il voit la sénatrice Martin? Sa coupe de cheveux, ses chaussures, son manteau. Ah, attends. Sa coupe de Sa cheveux, coupe de ses cheveux, chaussures. Je crois que c'est sa coupe de cheveux, ouais. Son manteau. Ah mince. J'adore votre manteau. Je le fais extrêmement Ouais. mal. Oh là. Celui-là aussi, tu l'avais en VF? Oui. Là, c'est Hannibal Lecture. Alors regarde en VO. Ah ouais? Ouais, moi j'ai bien aimé en VO. Ah ouais, mais Ah, moi aussi, je l'ai mis en VO. Ah, donc c'est son manteau. C'est son manteau. Je J'adore sais votre plus, manteau. il aime bien la couleur, un truc comme ça? Non, je sais plus. Bah, en fait, son manteau, c'est un manteau en fourrure marron avec un. C'est pas une écharpe, c'est un foulard Ok. qui est posté autour de son cou en arrière. Waouh, je suis vachement précis. Et voilà. C'est une précision à Bluffant. l'état pur. Il commence à être un peu bizarre. Le masque d'Hannibal Lecter est fait à partir de quoi? D'un masque de hockey, un masque de soudure, un masque de samouraï. Masque de hockey, je crois. Quand il est transporté? Le masque marron. Ouais, je dirais ok. Un masque de hockey. Ouais. Exactement. Ils ont également rajouté des clous dans la fente. Et... Ah ouais. Ouais. Les trois... Ah ouais. Ouais. Ah oui, Trois je la bateaux. rêve. Alors, je m'arrête sur Hannibal 2 secondes. Ça fait peur à la fin, sa perruque et tout, là. Ah ouais, Ah, parce qu'il a réussi à s'échapper. Ah ouais, là, vraiment, la fin, ça fait trop... Il est trop moche. Là, pour le coup, il y a une vraie différence avec le livre parce qu'il n'appelle pas Clarisse, il lui envoie une lettre. Ah. Et il ne poursuit pas Chilton, il part vers de nouvelles aventures. Ok. Oui, il y a un peu plus de détails Enfin, il y a plus de chapitres, de scènes sur l'après l'évasion de Lecter. On le voit dans un hôtel et tout. Ah oui, parce que c'est totalement évincé Oui. dans le film. Justement, on n'en parle pas pendant un moment. Ouais. J'ai tu cru dis- même qu'il allait faire une apparition à la fin chez Buffalo Bill. Oui, J'ai fait ok. Ce que tu dis part pour de nouvelles aventures. C'est pas les mêmes aventures. C'est vrai que j'emploie des mots. C'est pas Tintin. Hein. C'est pas Dora non Ouais, il plus. part là. pour de- Quentin et Milou.
Hannibal au Congo. Ouais, un peu. Ouais. Que Clarisse souhaite-t-elle désespérément? Que Jack Crawford l'aime comme un père? Le silence des agneaux? Que le docteur Chilton lui propose un rendez-vous? Attends, J'ai pas compris les réponses. bah, pour moi, c'est Que Clarisse souhaite-t-elle désespérément? Que Jack Crawford, son patron, Ouais. l'aime comme un père? Le silence des agneaux? Ou que le docteur Chilton lui propose un rendez-vous? Docteur Chilton qui est le directeur de l'hôpital psychiatrique. pour moi, c'est le silence des agneaux. Oui, c'est Ouais, le c'est le silence. titre. C'est le D'où le titre du titre. film, c'est le C'est silence le des titre. Le silence des agneaux. Ok. Et Très agréable d'ailleurs de découvrir pourquoi le Oui. titre. d'entendre le titre du film dans le. Non, pas ça. Non, Christ. pas ça, de comprendre le titre dans le film. Ouais. C'est Parce vrai que que ça n'a aucun intérêt quand tu connais pas. c'est vrai que c'est un titre bizarre. Oh, c'est très bizarre. Très chelou. Et dernière question, n'est pas des moindres. Combien est le temps d'écran d'Anthony Hopkins dans le film? Je sais. 16 minutes, 20 minutes, 26 minutes. Attends, réponds pas parce que j'ai pas compris la question. Le Combien temps d'écran combien est le temps d'écran d'Anthony Hopkins dans le film? Ah oui, d'accord, ok. Je croyais que le Hannibal avait un temps d'écran limité dans sa cellule. Non, Ça fait que 20 minutes. T'as 20 minutes de Il a téléphone vachement par jour. d'avantages. 16 Alors. minutes, 20 minutes, 26 minutes. C'est très peu, mais je pense. Allez, 16. C'est 16. C'est 16, Waouh, effectivement. c'est fou. Il n'a que 16 minutes d'apparition à l'écran. Alors bien entendu, il est là beaucoup plus souvent. Quand on met la caméra sur Clarisse, il est là. Mais je parle bien effectivement de temps d'écran. C'est fou. C'est ce que me disait mon collègue Boulot. À Maurice, tu passes par là. Non, Dédicace. dédicace à Maurice. Il Dédicace. disait il a eu un Oscar pour 16 minutes de temps d'écran. Tu te rends Ouais. pas compte? C'est fou, hein? Je me rends compte. Eh oui. Là, c'est dingue. Sur 2 heures de film. C'est totalement mérité. Waouh. Ok, merci pour ce petit Putain, quiz. merci. Et Gens, c'est ça tout pour régale. moi. J'adore. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure ton film Déclic, qui est, je le rappelle, Le silence des agneaux. Ok. Scream 1. C'était l'un des premiers slashers en film. Là, c'est pas la question. D'accord. Je sais pas quoi vous dire exactement. Je dirais simplement qu'il faut pas, faut pas se méfier des apparences. Tu veux remercier Hannibal Lecter? Et bah, tout comme toi, moi, si un jour Anthony Hopkins, je veux dire merci parce que c'est lui, c'est vous, monsieur, qui m'avez poussé à devenir comédien. Et bah, c'est tout à son honneur. Voilà. Ah, c'est fou. Merci à lui qui. Et il t'a berné aussi. Oui, parce que aussi fou, oui, il m'a manipulé comme il manipule Clarisse et tout autre. Oui, c'est vrai, parce que c'était pas clair pour toi au début. Exactement. Putain, Comme c'est vrai. un déclic en 2 temps. Écoutez, on a différents déclics en vrai. Hein. Ouais. Ça C'est n'a super rien à intéressant, voir. Puis même les films n'ont rien à voir. Ah bah Absolument rien. ça, pour le coup, ouais. Ok, bon, ouais. Là, on est sur 3 films différents. Je pense que les gens, ils vont se retrouver. À chacun son déclic. À chacun son déclic. Chacun son déclic. Oh, waouh. Ok. Et bah super. Et bah, je crois que c'est terminé. Et bah Bah oui, en soi, c'est nos recommandations pour vous. C'est ces 3 films. exactement. Nos 3 déclics. Est-ce que vous aussi, vous avez des films déclics ou si vous en avez pas, posez-vous la question. Non. Il y en a peut-être. Non, mais il y en a peut-être un dans. Posez-vous la question. Là, j'ai envie de Non, vous très dire. condescendant. Non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire. Non, vous avez peut-être un film déclic, mais vous vous êtes pas rendu compte Que vous en aviez un. que vous en aviez un. Mhm. N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire d'aire. Merci beaucoup. Déjà, merci. Voilà, déjà, merci Et d'être resté essayez de jusque-là. comprendre mon déclic, s'il vous plaît. Non, on a compris. Non, on a compris, évidemment. Mais en tout cas, on finit bien l'année 2025 Exactement. Exactement. sur Oui. ces films-là. Et puis, Et on Bah, vous dit à l'année prochaine. on vous dit... Oh non. Ah bah excuse-moi. Oh, mais là, si, pour le oui, coup- oui, c'est vrai. On se dit à l'année prochaine. Et, Faites attention le 31 quand même. C'est Ouais. bien de fêter ça, mais on est gentil, on se calme. Mollo, mollo. Voilà. quoi. Toi, tu vas faire quoi le 31? Va me bourrer la gueule. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Non, non, moi je serais sage. Ouais, ça. Donc voilà, donc c'est fini pour nous. Et oui, On a tout donné. c'est fini pour cette année 2025. On Ouais. vous souhaite de passer une merveilleuse dernière semaine de 2025. Et bonne année en avance.
Bonne année en avance. Exactement. Bonne année en avance et faites attention à vous surtout. Et on se retrouve en janvier, Et oui. parce que ça s'arrête pas là. Et non, ce n'est que le début. Ciao. Bisous. Tchuss.